Un petit peu de rien, beaucoup de pas grand chose et un soupçon de matchs internationaux, programme assez light et pourtant on n'est pas au régime sur papier bulle mais bon, on va quand même essayer d'en parler cette semaine. Comment ça va Bulle? Ça va très, très bien et toi, malgré un programme et un week-end assez peu chargé au final, tu l'as dit? Ah bah dis donc, heureusement qu'on avait des choses de prévues à côté comme on a dit parce que sinon on se serait fait chier niveau sportif. Et oui, forcément les matchs internationaux ce week-end, que ce soit en rugby, en football, donc ça prend, le match, enfin ça prend le match, ça prend le pas pardon, sur toutes les compétitions nationales, donc pas de compétition de foot, pas de compétition de rugby et malheureusement pas de F1 non plus, donc voilà, forcément un programme plutôt light et pas de LDC en plus la semaine dernière, enfin quoi qu'il arrive, donc voilà. Donc programme plutôt light. Donc écoute, on va attaquer tout de suite, dans le vif du sujet, je pense, parce que finalement, il y a pas grand-chose, à se mettre sous la dent et on va parler quand même de la moto. Hop, avec ce magnifique habillage. Regardez, on travaille bien quand même sur Papier Bulle, hein. On fait des efforts pour vous. J'espère que vous êtes fiers de nous, hein. J'espère, hein, et que vous nous remerciez. J'espère! Mettez des likes, partagez, voilà. N'hésitez pas à montrer, regardez le beau travail qu'on fait. En France, on fait quand même des choses magnifiques. Ça se barre en couille. Tu pars en couille là, un peu le mec, il part en patriotisme de baiser. Voilà, la France. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, non, mais voilà, on est content, on travaille bien. Écoutez, on s'amuse comme on peut. Et donc la moto, c'était le dernier Grand Prix. Alors je te laisse nous dire un petit peu les Voilà. résultats avant qu'on parle un peu de ce qui s'est passé sur cette saison. C'est ça, bah, du coup, effectivement, avant de parler classement, parler résultats global et impressions qu'on a pu avoir, effectivement, dernier Grand Prix de la saison, Grand Prix d'Europe à Valence. Et ça m'a toujours fait marrer d'ailleurs que ça s'appelle Grand Prix d'Europe. Bah, Heu, en fait, on avait ça aussi en F1 avant. On avait souvent, genre, enfin, maintenant, il y a plusieurs Grands Prix, tu vas dans un seul pays. Avant, c'était pas le cas. Et pour justement, enfin, des fois, ça arrivait. Et souvent, le deuxième Grand Prix du même pays s'appelait Grand Prix d'Europe, tu vois. OK, je sais même pas. Je me dis ça se trouve c'est là où il y avait un truc, avant, il y avait qu'un seul Grand Prix en Europe, j'en sais rien, tu vois? Je sais Non, pas. non, mais même Et en ils ont dû F1, on créer avait un ça dans truc. les années 2010, tu vois. Ouais, bon écoute, bon tu vois? Comme ça. Eh oui. Voilà. Mais du coup, voilà, Grand Prix d'Europe à Valence, ce week-end, donc dernier week-end de Grand Prix de la saison. La moto s'arrête bien plus tôt, que la F1. Vous le verrez de toute façon. On va commencer rapidement par les qualifs, un point qualif avec la première place et la pole position pour Marco Bezzecchi. Vous verrez le classement qui est assez drôle après, vous le voyez déjà, mais on en parlera juste après. Alex Marquez deuxième et Fabio Di Giannantonio, pardon, qui comble la première ligne. Fabio Quartararo passé, non j'ai rien dit, il se qualifie sixième, donc deuxième ligne, et Zarco passé par la Q1, voilà, se qualifie en 11e position. Bagnaia aussi passé en Q1, n'a pas réussi à passer la Q1 et a terminé sixième de la première phase, donc 16e position au départ sur la grille. Une mauvaise qualif qui forcément n'aidera pas pour les courses. On va commencer par la sprint remportée par Alex Marquez. Deuxième Acosta et troisième Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi qui a fait un mauvais départ, un très mauvais départ sur cette course, finit cinquième. Fabio Quartararo, lui, termine septième, il a perdu qu'une seule place par rapport à sa position sur la grille. Zarco, lui, en a gagné une, il finit dixième, et Bagnaia, 14, a gagné deux places. Donc ne marque pas de On peut points. l'applaudir. Mais oui, mais attends. Quand même une course avec deux dépassements. Moi, je trouve que c'est une super performance de Francesco Bagnaia sur cette course sprint. Il y a peut-être aussi sûrement peut-être des chutes aussi devant, donc ça se trouve, dépassement, Ça se voilà trouve quoi. aucun dépassement, ça se trouve même perte de place. Mais vas-y. Et voilà. Mais on verra du coup juste après par rapport au Grand Prix où je vais un petit peu en parler et cetera, mais voilà, Grand Prix remporté par Marco Bezzecchi devant Raoul Fernandez, auteur d'une très bonne course, un très bon Grand Prix pour Raoul Fernandez qui a failli, rattraper Bezzecchi qui, je pense, 2 tours en plus, aurait pu passer Bezzecchi, je pense, parce qu'il était un peu en furie. Troisième position pour Fabio Di Giannantonio qui fait troisième en qualif, troisième en sprint et troisième au Grand Prix. Donc très bon week-end de Grand Prix pour Di Giannantonio. Johan Zarco, lui, termine douzième. Malheureusement, voilà, je n'ai pas cité Fabio Quartararo puisqu'il a chuté. Et il a donc pas fini la course, DNF. Et pareil, Bagnaia qui n'a pas fini la course parce que il a chuté dans les graviers. Pour vous expliquer, dans le premier tour, il y a Zarco qui a essayé d'entamer, qui voulait dépasser, pardon, et qui a freiné beaucoup trop tard, ce qui fait qu'il a emmené au large Bagnaia et un autre pilote, je ne sais plus lequel. Bagnaia pouvait pas éviter les graviers et il pouvait pas faire autrement. Du coup, il va dans les graviers, il essaye de tenir un équilibre, sachant que bah, une moto, c'est pas comme une F1, il n'y a pas 4 roues, donc c'est plus facile, c'est plus compliqué de tenir en équilibre et debout sur sa moto dans les graviers. Et donc, il est tombé, il n'a pas pu repartir, évidemment. Donc DNF comme ça, à cause de ça, justement à cause de cette manœuvre-là, Zarco a eu un long lap. Long lap, pour vous expliquer, c'est une sorte d'appendice sur le circuit qui augmente la distance que doit parcourir un pilote.
Donc voilà, il y a eu plusieurs longs laps de distribués, je crois 2 ou 3 pendant ce Grand Prix, dont un qui n'a pas été servi. Voilà, donc il a eu, non, c'est pas ça, il devait rendre quelqu'un, je sais plus si c'est Miller quoi, il devait rendre 3 places justement, il a pas rendu ses places, du coup il a fait un long lap, ce qui fait qu'il a perdu 3 places. Voilà, donc au final ça revient au même. Voilà, On s'en sort. voilà. Donc voilà pour ce Grand Prix, un Bagnaia pas chanceux sur le Grand Prix, parce qu'il avait fait un bon départ, hein, parce qu'il était à hauteur de Zarco qui est parti 11e et Bagnaia est parti 16e. Donc il avait fait un bon départ Bagnaia, mais malheureusement il a pas réussi à finir ce Grand Prix. On va parler rapidement, on va parler du classement général et on va parler dans un premier temps de ce dont on a parlé la semaine dernière, à savoir le duel pour la troisième place. Duel, pas vraiment, quand on y pense, puisque Bagnaia aurait eu du mal de toute façon à faire en sorte que Bezzecchi ne marque pas de points. Et Bezzecchi a marqué plein de points. Voilà. Bezzecchi finit donc troisième au classement. Et même, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais Acosta est passé devant Bagnaia grâce à ce dernier week-end de Grand Prix. Il n'était pas si loin que ça, le pilote espagnol, le jeune espagnol. Donc il est passé devant Bagnaia, donc, qui finit cinquième. Une saison à oublier, je pense, pour Bagnaia, enfin, c'est sûr et certain. Il n'a pas réussi à s'imposer autant qu'il l'aurait voulu. En tout cas, sur la deuxième partie de saison, surtout, parce que en fait, il a fait une très mauvaise deuxième partie de saison. Donc je me dis que sa première partie de saison était bonne parce qu'il a quand même réussi à marquer des points. Bah, justement, je voulais en parler de ce truc-là, parce que je me souviens quand même d'un Bagnaia qui, l'année dernière, quand Jorge Martin est champion, alors fait pas la gueule et ne critique pas ouvertement, mais dit qu'en gros, il est plus régulier que Jorge Martin, et ce qui était vrai sur la saison. Il fait une saison incroyable avec beaucoup de top 10, enfin, un nombre de courses finies même sur le podium et tout, qui est absolument incroyable, et, qui est meilleur que Jorge Martin d'ailleurs, je pense, sur ces stats-là, mais qui fait moins de victoires. Et il dit, oh bah regardez, c'est pas le pilote le plus régulier, machin, bon c'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et là, j'ai quand même envie de te dire que, mec, pour un mec qui critiquait ça l'année dernière, enfin, au vu de de la deuxième moitié, voire des deux derniers tiers de saison que tu fais qui sont catastrophiques, enfin, tu finis quand même cinquième, tu finis relativement haut dans le classement, avec justement une régularité catastrophique. Et là, on t'entend pas trop la ramener, quoi. Genre, alors que vraiment, c'est ce que tu critiquais l'année dernière, les mecs qui font des coups d'éclat et qui gagnent en faisant des coups d'éclat et qui sont pas réguliers. Enfin, mec, t'es cinquième vraiment parce que t'as fait 6 bonnes courses en début de saison et c'est tout, quoi. Donc, il y a un moment, c'est quand même le serpent qui se mord la queue, quoi. On a un peu ça, on a aussi un peu du fait que l'année dernière, il n'avait pas vraiment de coéquipier qui pouvait lui comment dire, l'embêter pour le titre ou la bataille pour le titre, puisque Marc Marquez l'année dernière n'était pas encore chez Ducati, il était encore chez Honda. Donc on a aussi ça, c'était le pilote numéro un, donc forcément un peu plus mis en avant et potentiellement les améliorations elles venaient sur sa moto en premier. Quand cette année, je pense qu'au début de l'année, il n'y avait pas de pilote numéro un entre les deux, mais très vite on a compris que Marc Marquez était largement au-dessus. Donc ils ont rendu Marc Marquez pilote numéro un, ce qui est totalement normal. Et donc je pense qu'il y a aussi de ça, quoi. Il y a aussi le fait qu'il soit passé de pilote numéro un depuis qu'il est chez Ducati à pilote numéro 2 depuis que Marc Marquez est arrivé, quoi. Mais du Donc coup, ça revient quand même. c'est Enfin, bien. on revient un petit peu quand même à ce on en parlait une fois sur le fait que quand il avait de la pression en course, c'était pas le même pilote et que sous la pression et en tout cas avec la même une pression extérieure, hein, qui était pas juste avec des mecs derrière lui, mais avec les résultats aussi qui allaient pas, que c'était pas le même pilote et qu'il y arrivait pas. Et le fait est que, enfin là, c'est de pire en pire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, même sur une saison globale, genre si il a un peu de pression, si genre même en interne il a un peu de pression et qu'il est pas pilote numéro un, en fait, il est pas capable d'aller se battre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que sur cette saison, il nous a pas montré qu'il était capable d'aller se battre, en tout cas avec un peu de pression, quoi. C'est-à-dire que s'il a de la pression sur une course, il fait des erreurs. S'il a de la pression en interne sur une saison, il n'y est pas. Bah ouais, alors voilà, je veux pas faire son avocat ou quoi que ce soit, prendre sa défense plus qu'autre chose, mais je pense que ça doit faire ça a dû lui faire très bizarre et un gros coup sur la tête aussi de passer pilote numéro 2 entre guillemets. Je pense que quand tu es bon, tout ça machin, que tu te bats pour le titre, que t'en gagnes un, que t'en gagnes un deuxième, que tu te bats pour un troisième mais que tu ne l'as pas face à Martin qui a été exceptionnel et qui mérite totalement son titre au passage l'année dernière évidemment, hein. Donc en fait, je pense que tu passes d'un coup au deuxième pilote de ton écurie. Bah, je pense que ça donne un coup dans la gueule et il a jamais. En fait, c'est la première fois qu'il a ce genre de truc là qui lui arrive. Peut-être que l'année prochaine ça ira mieux parce que ce sera toujours les deux alignés, hein, ce sera toujours Marc Marquez et Bagnaia. Peut-être que l'année prochaine ça ira mieux parce qu'il sera dans un autre état d'esprit où il se dit je suis pas assuré d'être pilote numéro un, donc il aura peut-être moins de complexe, je sais pas, mais
C'est comme ça que je le vois et je me dis que, bah, effectivement, je pense qu'il a pris un coup sur la gueule. Pour moi, il a pris un coup sur la gueule, justement de ça, en fait, par rapport à ça, pour Bah, moi. Par rapport au fait qu'il soit passé pilote numéro 2 pendant la saison. franchement, je suis le premier à espérer que c'est vrai parce que quand il est à son meilleur niveau, c'est un excellent pilote. Mais le problème étant que, enfin, en fait, je me souviens de beaucoup de batailles genre entre Marquez et Acosta cette saison ou en même sur, on va dire globalement, je me souviens pas d'énormes batailles avec, enfin, c'est pas d'énormes batailles avec Bagnaia, mais c'est que souvent je l'ai vu finir. Soit il est très serein, soit il l'est pas du tout en fait. Donc soit genre il y a personne lui arrive à la cheville et du coup il y a pas de bataille. Enfin il y a un mec qui peut lui coller au cul mais ça change rien. Soit il va faire une erreur et mais genre je l'ai pas vu faire des batailles où il y a dépassement, redépassement, redépassement. Enfin genre ça c'est quand même pas le style de pilotage que j'ai vu. Ou en tout cas des courses comme ça j'en ai pas vu beaucoup de la part de Bagnaia. Les deux saisons où il est champion, à part la deuxième où Martin est quand même apporte quand même un peu de contact, un peu de choses. Il est quand même relativement serein déjà dans l'écurie mais sur le championnat aussi. Et tu vois, l'année où il peut se battre pour le titre avec Fabio, bah, le fait qu'il y ait Fabio derrière qui pousse et qu'il soit pas serein, bah, il n'y arrive pas. L'année où Martin voilà, fait des gros résultats et où il faut aller se battre, bah, il le fait pas non plus. Et là, voilà, cette année, en plus, alors là, forcément, comme tu dis, il prend un coup sur la tête parce que forcément, même en interne dans l'écurie, s'il est plus pilote numéro un et tout ça, enfin, en tout cas, il a de la concurrence en interne aussi. Mais mine de rien, il n'a pas réussi. Alors, je suis le premier à espérer qu'il va réussir à se remettre en question, mais mine de rien, il nous a quand même montré depuis plusieurs saisons que quand il y avait trop de concurrence, que ce soit en interne, sur une course ou même sur la saison au global, bah c'était pas le même pilote quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a relevé, qu'on a beaucoup relevé, hein, son manque comment dire, de résistance à la pression ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins cette saison cet aspect justement de lui qui se bat, comme tu as dit, sur des courses, à faire des dépassements à tous les tours, quitte à se battre pendant deux trois tours avec la même personne, mais à dépasser, etc., ou à recroiser, tout ça, après un dépassement. On l'a pas trop vu cette saison, quelques fois, mais pas suffisamment pour être marquant, pour moi. Donc, alors que les saisons dernières, ça allait, quoi. Je veux dire, il se battait bien, même l'année dernière où c'est Martin qui gagne, hein, il y a quand même eu plusieurs fois des dépassements, etc. C'était des courses hyper intéressantes. Cette année, on l'a pas trop eu, quoi. Ah Mais ouais, bon. bah écoute, Mais ah, voilà. enfin voilà, de toute façon, faut espérer qu'il y ait, alors que ce soit déjà bon pour lui, il faut espérer en fait qu'il arrive à se battre et à prouver que ce qu'on a tort en vrai, de vrai. Moi, je serais le premier à Oui. être content. Et alors, on va dire pour la saison au global, parce qu'on va pas parler que de Bagnaia du coup, qu'on ait un peu plus de concurrence, effectivement. Enfin, c'est pas intéressant comme t'es pas intéressant en Formule 1 trop quand il y a un mec qui ruine la saison de tout le monde. Et alors là, pour le coup, cette année, quand on parle de ruiner une saison, Marc Marquez est bien joué à lui. Hein, c'est absolument pas sa faute et on va rien enlever à son génie et à son talent. Mais putain, c'était vu dès la. Genre, peut-être, je pense, à la septième course, on était en mode bon, allez, la saison est finie, Marc Marquez va tout gagner, il est trop fort, et puis voilà. Enfin, Ouais. j'espère qu'on va avoir. Et potentiellement chez les jeunes, enfin voilà, j'espère qu'on va laisser de la possibilité à des gens et on va leur filer le matos pour pouvoir aller se battre l'année prochaine aussi, accessoirement. Et que ce soit pas. Voilà. Parce que là, le problème, c'est qu'aussi, accessoirement, cette année, on a eu des mecs qui se battaient pour la deuxième place et tout. Enfin, c'est bien, mais que c'était pas les mêmes. C'était pas si régulier que ça après les podiums et tout ça. Et qu'on a eu des grosses vagues. Tu vois, Bezzeki en fin de saison qui fait une forte fin de saison, Acosta aussi. Il y a eu un moment où Alex Marquez faisait P2 tout le temps. Enfin voilà, on a eu beaucoup de mecs un peu par vague. Et du coup, ce qui permet pas en fait de juste d'inquiéter le pilote numéro un, donc Marquez cette saison. J'espère que la saison prochaine, putain, on va avoir un peu de concurrence ou en tout cas un mec régulier qui va pouvoir lui faire un peu peur, quoi. Ouais, j'espère aussi, parce que c'est vrai que Marquez a été impérial tout le long de la saison. Donc après, voilà, effectivement, il n'y a pas de doute. Il avait la meilleure moto et je pense, le meilleur pilote de la grille, en tout cas, fait partie des meilleurs pilotes de la grille de toute façon. Donc en plus, le fait d'avoir une super moto et la meilleure moto du paddock, ça aide aussi, quoi. Donc forcément, bah, Marc Marquez mérite totalement son titre cette année. Alex Marquez a été aussi très fort et mérite sa deuxième place. Et Bezzecchi, comme tu as dit, à hauteur d'une très bonne fin de saison, mérite aussi de passer troisième. Voilà, ça récompense sa bonne fin de saison, quoi. Donc le podium final de la toute fin de la saison est complètement logique pour moi, au vu de la globalité de la saison, on va dire. Voilà. Acosta, c'est cool pour lui. C'est vraiment cool qu'il finisse quatrième. Bon, après, on s'en souviendra pas, hein, évidemment, l'année prochaine, on s'en fout que Acosta ait fini quatrième. Mais, mais ça prouve que bah, ça fait que 2 ans qu'il est là et déjà, à un niveau de fou. Bon, on le voyait l'année dernière en course, déjà, il faisait des merveilles avec une moto qui fonctionnait pas.
ou pas trop. Donc, donc bien joué à lui. Non, après, la grosse déception, je pense, de mon côté, et peut-être du tien aussi, mais c'est vrai que bah, c'est la Yamaha et Fabio Quartararo que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Mais au-delà de Fabio, c'est la Yamaha qui marche pas, quoi. Il y a eu du mieux quand Parce que, même. Il y a eu du mieux parce que, enfin, si on remonte à l'année dernière et à la saison d'avant où c'était encore pire, c'était vraiment catastrophique. Si on, et moi je pense que, enfin, disons que pour l'équipe que c'est pas assez. Ce qu'ils ont fait comme résultat, ce qu'ils ont proposé comme matériel, c'est pas assez. Après, j'ai l'impression qu'ils sont dans une meilleure dynamique que ce que c'était les saisons passées. C'est-à-dire qu'au moins cette saison, il y a eu des pôles. Alors il n'y a peut-être pas eu de victoire ouais. de Fabio, mais il y a eu des courses où, voilà, où il arrivait quand même à tenir, tu vois, même si c'est finir 5 6e, ce qui est pas assez, hein, on est d'accord, c'est comme Ferrari et tout, c'est pas assez, on est d'accord. Mais en tout cas, la dynamique est plus positive, ils sont dans une dynamique de s'améliorer plutôt que vraiment les saisons passées où tu disais putain, plus ça avance, plus c'est pire. Là, cette saison, au moins, c'était pas le cas. Déjà, moi, je note que sur les départs, la bonne nouvelle, c'est que quand il faisait la pole, potentiellement, il avait quand même de quoi jouer un podium après. Alors que même si l'année dernière, tu vois, il faisait une pole, tu pouvais être sûr qu'au bout de 4 tours, il allait être 8ème, tu vois, limite. Enfin, genre, c'est-à-dire que vraiment, la moto, sur les premiers tours, elle a été incapable de monter en température. Et enfin, je sais pas comment ça se passe, mais ils avaient un vrai problème sur les départs. J'ose espérer, même si voilà, c'était pas assez, qui sont dans une bonne dynamique, qui sont tournés dans un truc positif et que la saison prochaine, voilà. Alors, tu vois, là, il fait 9. Je lui demande pas d'être peut-être champion l'année prochaine, mais déjà, tu vois, de pouvoir se battre pour faire des victoires, de faire plus de podiums et finir peut-être 5 4 et voilà, tu vas se battre autour de la troisième place, même s'il finit 4 5 au final sur le classement. Pour moi, déjà, ce sera un vrai signe d'une bonne dynamique, tu vois, genre, c'est déjà ça au moins. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, ce serait bien parce que bon, on sait très bien, on connaît très bien le niveau qu'il a et le niveau de Fabio, pardon, et, et ce qu'il est capable de produire. Et bon, il n'a pas été champion du monde pour rien, donc voilà. Je me dis, j'espère que la Yamaha sera plus compétitive parce que bah, la meilleure moto, ça reste la Ducati, Ah bah oui, quoi qu'il oui. arrive. Pardon, que ce soit, que ce soit la Ducati de Marquez Bagnaia ou que ce soit la Ducati Gresini d'Alex Marquez. Je veux dire, c'est les meilleures motos. Bien sûr. La moto de Gigi Antonio et de Morbidelli, ça reste un moteur Ducati aussi. Donc, c'est les meilleures motos. Mais c'est vrai qu'Yamaha, il faut faire quelque chose s'ils veulent espérer. Ouais, parce que Et pour c'est l'instant, bien. ils sont même pas En deuxième, plus, hein. Parce pour moi, on a KTM qui est moins ah, bien catastrophique cette sûr. saison et qui est devant, tu vois. Donc, Ah, bien évidemment. Évidemment, KTM bon, était très fort. Honda, voilà. Acosta et Binder ont été très bons. Et, et non, c'est vrai que quand tu as un pilote comme Quartararo dans ton équipe, bah c'est dommage d'avoir une moto aussi mauvaise que ça, quoi. Parce que Quartararo, qui est le meilleur pilote Yamaha, marque 201 points. Le deuxième meilleur pilote Yamaha, c'est Jack Miller, et c'est pas son coéquipier, c'est une autre moto, qui a 79 points. Non, mais de toute façon, oui, c'est catastrophique. Enfin, de Il toute y façon, a, c'est pas il y a, compliqué, hein. il y a- Yamaha, il ils y a- font 6ème, ils font 269 points en constructeur, dont 201 de Fabio, hein, donc voilà, on voit bien. ouais, Et la deuxième équipe, pardon, je la regarde. Ah, je descends tout en bas. Pramac Yamaha, voilà, pas qui mal. finissent dernier à 125 points. Donc Voilà. voilà, hein, c'est pas compliqué, hein. Et tu vois la différence, hein, l'année dernière, Pramac était sous moteur Ducati, et bah c'est Jorge Martin qui était dedans, bah, il a gagné. Et là, Pramac est passé sous moteur Yamaha. Bon, bah on voit, hein, Yamaha, il y a Jack Miller et Oliveira, je crois. Euh, c'est terrible. Ah bah, de toute façon, C'est en terrible. moto, on va pas se mentir, enfin, le moteur, c'est 70%, enfin, ou même peut-être même 80% de la réussite de ta moto. Oui, il y a un peu d'aéro, oui, il y a du travail en interne sur la gestion des pneus et tout ça, machin. Si tu as un moteur qui éclate les autres, bah, la vie de ma mère que ça te fait finir en haut déjà. Déjà, tu pars avec une Ouais, vraie ouais, arme, ouais, hein. bien sûr. Ouais, carrément, carrément, carrément. Donc c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. On espère une amélioration de la moto, enfin du moteur déjà, et de la moto, de la perfo pour la Yamaha la saison prochaine. Là, on voit, et où je me dis que c'est bien dommage que Martin a été blessé la plupart de la saison, c'est que Martin est coéquipier de Bezzecchi, et Bezzecchi finit troisième, quoi. Donc je me dis que Martin, il aurait pu faire quelque chose, et puis je trouve que Martin est meilleur pilote que Bezzecchi aussi, donc en Ah fait, oui, oui, oui. s'il aurait pu se battre beaucoup plus haut, ça aurait pu être hyper intéressant. J'espère que l'année prochaine, il sera en forme comme il l'a été pendant son année champion du monde. À voir, Et à puis je voir, me à dis voir. voilà que en plus Aprilia du coup oui c'est ça Aprilia ils font une grosse fin de saison.
La moto, elle avait l'air d'être quand même relativement performante. Alors effectivement, il n'y avait pas Marc Marquez là sur toutes les dernières courses, donc forcément, c'est difficile de se rendre compte, mais en tout cas, voilà, je pense que c'était lui le pilote le plus fort potentiellement avec Alex Marquez, mais sur les dernières courses. Donc j'espère que, on va dire que la moto, la Aprilia va être dans ce sens-là, enfin en début de saison prochaine et sur toute la saison prochaine. Et du coup, j'espère qu'avec le retour de Martin à un haut niveau, voilà, on aura des batailles. Parce que tu vois, on disait tout à l'heure qu'on cherchait quelqu'un pour se battre avec Marc Marquez. Pour moi, ça va être, enfin, ça doit être Jorge Martin. Ça doit être un grand retour de Jorge Martin. Je veux voir un grand retour de Jorge Martin avec une Aprilia qui marche. Et qu'est-ce que j'adorerais voir Marc Marquez se battre avec Jorge Martin. Et Ouais. je suis désolé de le dire, hot take, hein, mais je suis persuadé que la bataille Martin Marquez sera 100 fois plus intéressante que la bataille Martin Bagnaia. Parce que là, pour le coup, on parle de deux malades sur la piste, donc vraiment, ça peut être fou, hein. Évidemment, évidemment. Bagnaia est pas un meilleur pilote que Martin ou un meilleur pilote que Marquez. Bon, pas que Marquez, évidemment, déjà. Et que Martin, pour moi, non plus. Bah, C'est-à-dire que c'est un Martin est pilote plus champion du monde l'année régulier et tout, tu dernière. vois, mais c'est tout. Pour moi, Martin est champion du monde l'année dernière en ayant une moins bonne moto que Bagnaia. Donc déjà, voilà. Déjà, ça explique la perf énorme de Martin pour moi l'année dernière. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Ouais. À voir, j'ai hâte un peu. J'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner. Voilà. Je vais parler un petit peu quand même, rapidement, de notre autre Français, de Johan Zarco, qui finit 12e. Avec une victoire, mine de rien, cette saison. Voilà. Une victoire en Allemagne, je crois. Bah, Il me semble, sous la bah, pluie. pardon, hein, pardon. Le Mans? C'est Le Mans? Bah, Le Mans, il gagne en France. Ah oui, c'est Le Mans. Et Sous la sous la pluie? pluie, je Oui, crois. bien sûr, sous la pluie. Voilà, c'est ça. Ouais, je me suis trompé, du coup, c'est ça, pardon. Il est fou celui-là. Je m'excuse. Mais oui, voilà, donc victoire, bon, bah, qui plus est, la meilleure victoire qu'il puisse faire dans la saison. Et sous la pluie, quel Grand Prix de fou ça a été. Incroyable Grand Prix. Zarco, le meilleur pilote pluie de cette grille. Ah Je bah pèse mes là, mots. oui, oui, oui. Euh, voilà, je dis pas ça parce qu'il a gagné sous la pluie, je dis ça parce que ça fait plusieurs saisons que je le dis de toute façon. Et ouais, non, c'est trop bien qu'il ait gagné cette saison. Je suis trop content pour Zarco. J'aurais pas préféré, pardon. J'aurais aimé aussi que Quartararo en gagne une. Mais bon, on peut pas tout demander, on peut pas tout avoir non plus. Eh oui, c'est pas Donc Noël tous les voilà, jours. c'est ça. Et le gros SO, donc le gros bien joué. Et là, la grosse révélation de la saison, c'est Fermin Aldeguer, évidemment. Rookie, comme l'était Pedro Pedro Acosta. Acosta l'année dernière. Fermin Aldeguer, waouh, hyper impressionnant cette saison. À la différence d'Acosta, où cette année, pour sa première saison, gagne un Grand Prix. Acosta n'a pas fait l'année dernière. Il aurait pu le faire peut-être, mais il n'a pas réussi. Cette année, Aldeguer a gagné pour sa première saison. Il m'impressionne et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que s'il donne la même moto, etc., à Aldeguer, parce que je pense qu'il y a une différence que Alex Marquez, qui sont dans la même équipe, hein, bah, je pense que Aldeguer peut être très dangereux. Et j'espère, ça rajoutera de la concurrence et ça, c'est cool. Mais tu vois, justement, je voulais en parler tout à l'heure. On disait Acosta qui finit quatrième. C'est vrai qu'au final, tu vois, il fait une saison. Enfin, j'ai pas envie de dire anonyme, mais l'année dernière, vu qu'il était rookie, on le regardait beaucoup et on voyait beaucoup qu'il était fort. Là, cette saison, on avait beaucoup d'attentes et justement, au début de saison, c'était pas forcément flamboyant. Et surtout, il a fait beaucoup de courses où au final, tu vois, il fait des top 6, il fait des trucs comme ça. Mais au final, en vrai, tu t'en fous du top 6, hein, quand il y a des batailles pour le top 4 ou le top 3, enfin, c'est ça que tu regardes. Et mine de rien, tu vois, il a pas trop parlé, on l'a pas trop vu, il a pas gagné de course. Tu me disais, c'est quand même ça qui fait qu'on va pas le retenir aussi, je pense, cette saison. Il gagne pas de course, mais mine de rien, c'est sa deuxième saison. Il finit quatrième. Moi, je trouve ça énorme. Genre, et il finit Ouais. qu'à 50 points de la troisième place de Bezzecchi, hein. Donc, si Bezzecchi fait Ouais. un énorme fin de saison, Pedro Acosta aussi en vrai, mais globalement, il fait quand même une bête de saison. C'est vrai j'ai envie de te dire qu'on s'en bat les couilles et qu'on le retiendra pas. Mais et que tu parles d'Aldeguer qui, du coup, ça, on va plus le retenir parce qu'il a fait sa victoire et que ça fait son coup d'éclat. Mais mine de rien, voilà, Acosta, moi, quatrième, je suis vraiment très content. Et Aldeguer, forcément, comme tu le disais, avec sa victoire. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Je pense que vraiment, enfin, moi, c'est ces deux-là que j'ai envie de voir se battre. Je, je prie pour que Marc Marquez un jour prenne sa retraite, mais malheureusement, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais je prie pour voilà, qu'un jour on ait ces batailles Aldeguer à Costa pour la victoire et qui vraiment sont deux pilotes exceptionnels. En tout cas, je pense que au vu de ce qu'ils montrent en année rookie, en année sophomore, même si ça se dit pas en moto, pour Acosta, je pense que c'est deux pilotes qui ont un talent fou et qui sont même pas encore au max de ce qu'ils peuvent faire. Donc vraiment, filez-leur une bonne moto et vous verrez ce que vous allez voir. Mm. Ouais, je pense qu'on peut être impressionné déjà qu'on l'est honnêtement. Mais je pense que ça peut être, ouais, ça va être hyper cool.
allez, d'ici 6-7 ans, je pense qu'on aura plus Marc Marquez, on aura plus, bon, Bagnaia, il sera peut-être sur la fin, quoi. Quartaro aussi sera sur la fin. Heu, voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant. Ouais, ouais. D'ici 6-7 ans, et même peut-être moins, hein, et j'espère moins, hein, parce que Non, pour mais le coup, avec si le c'est retour des mecs moins, un peu vieux au top niveau, plus les jeunes au top niveau et des motos performantes, bon là évidemment on parle de tout qui marche bien, hein. Mais putain, ouais, vu le talent, en fait vu le vivier de talent qu'on a sur la grille aujourd'hui, si putain toutes les écuries étaient capables de filer des bons moteurs et de mettre des bons putains de moteurs dans leur moto, putain qu'est-ce que ce serait intéressant vu de la gueule de la grille, franchement sans déconner. ouais, 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 là, on pourra avoir, limite un gagnant, différent chaque week-end, quoi. Non mais un top 10 fou, enfin où tu te dis vraiment même les batailles, enfin un mec Ouais, peut finir premier puis dixième, puis voilà, ce serait incroyable. Mais écoutez, ouais. on a fait un bon petit débrief de cette saison de MotoGP. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Non, non, rien de plus, juste hâte que ça recommence pour voir les améliorations des motos. Déjà, on enregistre le mardi, donc la veille du jour de sortie du podcast. Et il y a les premiers tests à Valence pour la saison prochaine. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est vraiment quasiment au lendemain, on va dire, Oui, là c'est les tests pilotes du plus Grand que moto, Prix. donc Voilà, c'est ça, c'est les nouveaux pilotes dans leurs nouvelles écuries, donc on verra bien. Mais ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine, pardon. Très très exactement. hâte. Et bah écoutez, on va faire un petit point NBA rapidement, parce que mine de rien, on dit qu'il y a rien, qu'on va parler de rien, mais on est déjà presque à une demi-heure de podcast. Finalement, quand on peut prendre le temps, on dit des choses quand même. Et donc petit point NBA, voilà rapidement. Là, on va pas passer beaucoup de temps sur le point NBA. Donc, Bon, et bah écoutez, on va faire notre mea culpa. Voilà, je tiens à vous le dire, je vous regarde droit dans les yeux. On va faire notre mea culpa. On a dit il y a 2 semaines en lançant le coin NBA, ou en tout cas cette petite page NBA, que le classement n'évoluerait pas, que Brooklyn ne gagnerait pas de match. Eh bien, Brooklyn n'est pas 15e, n'est pas 14e. Et oui, vous le voyez sur ce classement, Brooklyn est bien 13e. Ils ne sont ni dernier ni avant-dernier, et ça, c'est une folie. Bon, Oklahoma est toujours premier, ça vraiment, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de défaite en plus, voilà, vous inquiétez pas. Mais Brooklyn impressionne. non, Ah oui, non, non, bah non. non, 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 n'impressionne pas, mais Indiana et Washington, c'est pire. Donc, tant mieux pour Brooklyn. Mais non, de ce côté-là, bah, de toute façon, du côté de l'Est, hein, c'est terrible, hein. C'est un fait, hein. Ouais, Là, ouais. on se fait. C'est une Mais catastrophe. Détroit qui est en Non, 12-2 quand même, hein. voilà, c'est ça. Je suis impressionné par Détroit qui est en 12-2. Au moment où on enregistre, donc le mardi, comme je vous ai dit, la veille de la sortie du podcast, Détroit est sur 10 victoires d'affilée. Ils sont en mode rouleau compresseur. Kate Cunningham et ses potes sont en train de tout défoncer. Donc, bon, c'est trop bien. Moi, je me dis, c'est trop, c'est trop cool de voir Détroit, de voir une équipe comme Détroit, justement, rouler sur les équipes qui les affrontent. Donc, c'est assez sympa. Mais sinon, ouais, par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a de plus? Bah, on a une baisse de régime des Spurs. En même temps, on a Wembanyama qui s'est blessé. Élongation de je sais Euh, plus où. du mollet. Du mollet, plusieurs semaines absent, j'ai vu. Ouais, c'est ça, je dirais un mois, quoi. En Ah ouais, gros, je top. pense. Top, top, top. Un mois, donc c'est cool. Ça fait Voilà, plaisir. bah, tant qu'on y est sur les blessures des Français, on a vu Zachary Rizaché qui, je sais pas, a décidé de tenter un salto arrière sur un dunk. Ah Euh, ouais, non, ça fait peur même presque ah quand tu le bah vois bien sûr, ça tomber. fait peur. Bon, au final, je crois que c'est pas si grave que ça. Alors, il a une blessure à la hanche, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas, j'ai pas vu l'indisponibilité pour l'instant, mais j'ai cru comprendre que, alors, quand je dis c'est pas si grave que ça, qu'ils ont eu vraiment très peur et qu'au final, c'est bien moins que les craintes qu'ils ont eues. Après, voilà, je sais pas combien de semaines d'absence ça va nous donner. En tout cas, voilà, les Hawks qui perdent donc Zachary Rizaché, donc deux Français, on va dire un peu nos deux Français principaux, en plus out pour les semaines à venir, en tout cas, donc sympa. Ça, c'est ça. Alors que les Hawks, en plus, on voit, vous le voyez, hein, en 9-5, qui font un bon début de saison. Un bon début de saison, mais c'est vrai qu'avec Zachary Zaché en moins, déjà que Trae Young n'est pas là, si on enlève Zachary Zaché, qui est peut-être la deuxième voire troisième option des Hawks, ça fait un peu mal. Bah oui, oui, Donc, forcément. donc j'espère que il va revenir vite. Pour les Hawks, à moins que les Hawks marchent comme ça, et tant mieux, hein, Bah, mais voilà. c'est pas impossible non plus, parce qu'on a quand même un Jalen Johnson du coup qui a été élu joueur de la semaine, c'est ça que je vérifiais. Voilà, donc il y a des et la mentalité a l'air pas mal aussi côté Hawks, tu vois. Enfin, alors je sais pas si c'est la mentalité sans Trae Young, parce que je suis pas persuadé que Trae Young soit un énorme leader vocal et qu'il arrive vraiment à emmener ses coéquipiers avec lui.
Enfin, bon, sauf sur des match-up, tu vois, genre contre les Knicks ou des trucs comme ça en playoff, mais en saison, je sais pas. Et là, tu vois, justement, j'avais le discours de Jalen Johnson et je sais plus de qui juste après la blessure de Riz Haché, genre, est allé voir ses coéquipiers en gueulant et en mode ouais, Zach, il est out, c'est mort, on perd pas ce match. Enfin, genre, il est sorti sur blessure, jamais on perd, faut qu'on le gagne pour lui et tout, tu vois. Et genre, et les mecs se sont sortis les doigts en quatrième quart-temps à mettre des points et donc j'ai envie de te dire que peut-être que tu vois, alors c'est dommage, on disait que la blessure de Trae Young, genre ça permettait à Zach d'avoir un peu de temps de jeu, enfin au-delà d'avoir du temps de jeu, d'avoir un autre rôle. Bon bah mine de rien il se blesse, enfin c'est dommage. Mais est-ce que ça va pas permettre aussi aux autres mecs des Hawks de prendre des responsabilités, en tout cas voilà, d'avoir pas le choix que d'avoir des responsabilités sur ces semaines ou ces jours à venir. Et du coup des mecs comme Jalen Johnson justement voilà de d'éclore, d'éclore encore plus je veux dire en tout cas et du coup, au final, d'avoir pas mal de joueurs qui se sortent les doigts et quand tout le monde va revenir, d'avoir une belle équipe des Hawks au final quand même. Ouais, si, je pense. Je pense que, c'est cool, d'avoir, bah, que du coup on aura comment il s'appelle? Nickel Alexander Walker qui aura beaucoup plus de responsabilités que ce qu'il n'avait déjà après la blessure de Trae Young. Donc, ouais, c'est bien. C'est c'est un mal pour un bien, on va dire. La blessure de Trae Young, pour les Hawks, je pense, très Mhm. honnêtement. Parce que du coup, ça donnera plus de responsabilités à des gens, comme tu as dit, et ça peut être hyper intéressant à voir quand Trae va revenir, si justement ils gardent leur niveau, comme ça, quoi. Évidemment, ils auront beaucoup moins le ballon que ce qu'ils avaient, mais et je pense qu'ils peuvent faire vraiment, de bonnes choses sans lui et avec lui, Ouais, je bien sûr. pense. Et puis là, ça Sinon t'enlève de la peur en fait. T'es là, ils sont obligés de jouer. Donc forcément, je me dis que tu vois, du coup, tous les ballons qu'ils auront, ils en profiteront quand il est le retour des gros joueurs. Donc forcément, je me dis, ça peut pas être une mauvaise chose, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc Voilà, noter quoi d'autre bah, côté Est, c'est à peu près tout. Si, Ouais. bah, l'étonnante, bonne moyenne saison des Celtics. Je m'attendais pas, moi, honnêtement, à ce que les Celtics, à ce que les Celtics, pardon, fonctionnent aussi bien, on va dire. Ils sont en 7-7. Aussi bien, entre Ouais, guillemets, alors hein. oui, je pense que c'est un peu en trompe-l'œil aussi parce qu'il y a beaucoup de mauvaises équipes à l'Est, de très mauvaises équipes, et qu'il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont fait Ouais, des, des- peut-être, ouais. des mauvais débuts de saison aussi et qui là se sortent les doigts. Je pense que. Après, le truc, c'est que quand tu vois les gens qui sont derrière, le problème, c'est qu'en soi, même si effectivement il n'y a pas Tatum, même si voilà, on se disait que ça allait être compliqué, en fait, quand tu vois que derrière, tu as Charlotte, Brooklyn, Washington et les Pacers, en fait, le truc, c'est que forcément, tu as tellement des équipes bien plus nulles derrière que même avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, ils sont quand même capables de, voilà, de finir dixième, tu vois. Ouais, ouais, non, oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je me dis, les Celtics, je les voyais pas finir dernier. Évidemment, pour moi, je les vois pas finir en play-off, enfin play-off, pas du tout, en play-in, je pense pas. Non, la déception pour l'instant, c'est le Magic, même s'ils sont en 7-7 et qu'ils sont en enfin, 1 de ratio, enfin 50% de victoire, quoi. Euh, pour moi, ils doivent être au-dessus. Mais bon, Non, mais après, j'espère que ça va peut-être se décanter pour eux, j'en sais rien, ça marche mais pas. voilà. Il n'y a pas y a pas de lien entre, malheureusement, entre. Merde, j'ai perdu leur nom, mais entre Paolo Anthony Wagner. Banchero et Wagner, quoi. Ça marche pas. Non, 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 pas du tout. Donc voilà. Pas du tout. À voir cette semaine aussi que. Alors, je sais plus si c'est fait ou si c'est en train d'être fait, mais que notre GM préféré de NBA, notre grand Nico Harrison, est out ou va être out à Dallas. Ah, mais n'est plus là, hein. Ah, n'est plus là, c'est bon, c'est officiel, il est Ah officiellement oui, oui, out. oui. Très bien. Et alors, d'après ce que alors, je sais pas du tout à quel point c'est vrai, mais d'après ce que j'entends, à Dallas, ce serait un peu, bah, de toute façon, maintenant Lucas est plus là, Nico Harrison n'est plus là. Est-ce qu'on partirait pas sur une refonte parce que Kyrie, pour l'instant, n'est pas de retour. Et bon, on a récupéré Anthony Davis, mais est-ce qu'il y a un vrai projet à Dallas derrière Anthony Davis? Je crois pas. Donc, est-ce que là, à Dallas, on chercherait pas à faire comme enfin à refaire, parce que malgré tout, ils avaient déjà essayé avec Luka Doncic, machin, mais est-ce qu'on serait pas reparti sur un truc de il faut trouver un nouveau projet, il faut trouver des nouvelles stars ou machin. Est-ce que Cooper Flag, on se dit que c'est vraiment le futur de la NBA, et est-ce qu'on garde Anthony Davis ou est-ce qu'on trade tout, on récupère des pics de draft pour avoir d'autres mecs à mettre à ses côtés, enfin, ou d'autres stars, je sais pas, enfin, mais voilà, d'après ce que j'ai compris, apparemment il y a des rumeurs comme quoi on serait prêt à tout éclater, enfin tout éclater, à repartir sur quelque chose de plus sain peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je vais faire des trades à Dallas. J'ai vu, parce que c'est une folie, hein. À OKC, ils ont théoriquement le space pour pouvoir accueillir Anthony Davis. Ils ont 12 000 trades de draft encore, enfin pics de draft à pouvoir trade. Ils ont théoriquement, à part Shai,
pas des si hauts salaires que ça. C'est-à-dire que théoriquement, OKC est capable, sans trop se ruiner, d'aller chercher Anthony Davis. Ils ne le feront pas, je ne pense pas, parce que j'ai peur que ça détruise enfin, tout l'effectif qu'il y a aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis, putain, s'ils rajoutent Anthony Davis à ce qu'ils ont déjà, oh, la gueule d'OKC, mon pote, genre vraiment, je suis en mode là, il n'y a plus personne qui va les toucher sur les 3 années à venir. Genre, enfin, c'est en mode. Donc voilà, à voir si ça se fait, ce serait la folie de la NBA, mais en même temps, la NBA, on sait que il se passe des dingueries des fois de temps en temps, souvent. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, je dis qu'à Dallas, apparemment, ce serait sur le point d'exploser quand même un petit peu. Bah, je sais pas. Parce que j'ai vu que Kyrie, enfin, va revenir dans très peu de temps, de ce que j'ai pu voir là, Ouais, je sais bien. aujourd'hui, justement. Kyrie pourrait revenir. Davis, Davis, c'est comme ça, hein. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que Davis, c'est comme C'est- ça. Kyrie, malgré tout, c'est aussi blessure, pas blessure, envie de jouer, pas envie de jouer. Enfin, je Ouais. sais, il y a ça aussi. Donc, est-ce que vraiment tu veux te dire que. Enfin, si tu gardes Cooper Flag, est-ce que vraiment tu as envie de te dire que derrière tu vas l'accompagner en continuant à miser sur Anthony Davis et Kyrie qui sont plus tout jeunes? Ou est-ce que tu fais tout péter pour voilà, essayer de créer une vraie dynamique autour de lui, comme les Spurs avec Wembanyama, comme ce qu'ils ont réussi à OKC avec Shai? Je sais pas, mais qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être fait. On a vu, en tout cas, on a vu, par exemple, tu vois, tu as donné l'exemple des Spurs. Ça a marché et assez rapidement. Au bout de 2 ans, déjà, les Spurs, c'était un peu plus cool. Cette année, troisième année, qu'ils ont fait ça, du coup, avec Wemby. Là, on sent vraiment que les Spurs, ça va aller chercher potentiellement les playoffs, play-in, à peu près, je pense. Donc, ça peut être quelque chose, un pari, entre guillemets, à tenter. Maintenant, il leur faut des pics de draft, quoi. Bah C'est ouais, juste ça, quoi. mais des C'est pics de juste le draft. problème, c'est qu'il leur Je faut, quoi. crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des équipes qui ont beaucoup de pics de draft et qui en ont pas forcément. Enfin, c'est pas qu'on n'ont pas forcément l'utilité, tu as toujours l'utilité de tes pics de draft, mais qui potentiellement peuvent être à les récupérer. Donc soit et puis même, ils ont quand même Anthony Davis qui quand même a un peu de valeur, Kyrie qui, quand il sera de retour, aura un peu de valeur. Donc il y a moyen d'aller chercher des pics de draft. Mais après, j'ai l'impression que, vu que ça a marché chez OKC, cette technique de beaucoup de pics de draft, beaucoup de pics de draft ces dernières saisons, j'ai peur que du coup les équipes se mettent à fonctionner comme ça et que du coup genre en fait là t'as beaucoup d'équipes qui alors oui veulent trader leurs joueurs mais veulent trader leurs joueurs contre des pics de draft. Du coup forcément il y a un nombre limité de pics de draft et tu peux pas les créer donc il y a un moment aussi ça va être limité sur le marché quoi. Les équipes vont vouloir garder leurs et récupérer d'autres et je sais pas trop qui a envie de trader aujourd'hui ces pics de draft. Donc à voir mais moi je crois qu'à Dallas effectivement moi je mise pas sur Anthony Davis, enfin je peux pas miser sur le long terme avec Anthony Davis et Kyrie Irving. Si tu veux croire en Cooper Flag pourquoi pas mais il va falloir faire des choses autour. Ouais, je pense, pardon, je pense pas non plus qu'il faut compter sur ces deux-là, hein, très honnêtement, hein. Alors des équipes qui seraient pas prêtes à échanger leur pick de draft là cette année, en tout cas pour l'année prochaine, je veux dire, hein. Je sais pas si Indiana et les Wizards ont leur pick de draft protégé quoi que ce soit, même les Nets, mais en tout cas il faudrait le faire. Voilà, parce que en tout cas ça va tanker du côté d'Indiana, en tout cas ça prend la direction euh, du tank, on Moi, va je pense dire, que pour Boston, tu Indiana. vois, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que Boston fera le choix. On verra, peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'ils vont attendre de voir suivant le retour de certains joueurs. Mais moi, je crois que Boston, à un moment, ça fera le choix du tank. Possible, Et puis j'espère possible. qu'ils seront plus intelligents dans leur tank que Dallas, qui, genre, qui il y a 2 ans nous dit, il y a 2 ans, ou je sais plus si c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui sont en mode oui, tu sais, les mecs qui sont genre 11e, tu te dis bon, bah, quitte à être 11e pour Dallas, ça sert à rien d'aller jouer les play-in, tout ça, genre tanker, et les mecs finissent 10e, tu fais oui, bah ça ne sert à rien. Et j'ose espérer qu'à Boston, on est un peu plus intelligent et qu'on va faire un vrai tank, c'est-à-dire qu'on va pas finir 12e, quoi. Quitte à tanker, les gars, allez-y. Ouais, 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 bah, peut-être, hein. Peut-être, peut-être. C'est pour ça. À voir ce que ça va donner. Là, je sais pas vraiment quelle stratégie est la meilleure à adopter pour quelle équipe, mais c'est vrai que pour moi, Dallas, si ça fonctionne pas d'ici les 5 6 prochains matchs, là, tu commences à penser là, au tanking, je pense, hein. Bah ouais, Et à ouais. la refonte de ton équipe en tégeant. On dit pas ça, mais Non, mais voilà. conjugue. Mais en Téjean, je pense que la priorité à Tej pour récupérer pas mal de trucs, c'est Davis, plus que Kyrie. Ouais. Après, je sais pas qui a un bon premier tour de protégé, on va dire, quoi que ce soit, qui peuvent Et, récupérer l'année oui, prochaine. et qui a envie de récupérer Anthony Davis, hein. Et qui a envie de récupérer Anthony Davis, de par déjà, dans un premier temps, le salaire, dans un second temps, la forme physique, qui est très aléatoire et très volatile. Voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais Anthony Davis, c'est hyper dur de le foutre quelque part, hein.
Bah écoute, ce sera la surprise ou les surprises, on verra. Des prochaines semaines de la saison, il se passera des choses. Ça va être une saison, peut-être avec qu'un ventre mou et peut-être que voilà, OKC va finir un peu tout seul devant et tout, mais c'est des saisons de transition un peu, tu vois, comme les Warriors avant de revenir pour le titre, tout ça. Ça va être des trucs un peu plus intéressants d'un point de vue managérial. Écoute, on va finir là sur la NBA, mine de rien, et on en dit des choses encore une fois. Et on va passer sur le résultat. On en a parlé en introduction. Pourquoi il n'y avait pas tant de sport que ça ce week-end? Parce qu'il y avait des matchs internationaux. Et donc tout de suite, voilà, vous voyez ce deuxième magnifique affichage pour cette semaine. Les résultats de nos équipes sur les matchs internationaux. Et on va commencer par l'équipe de France de football qui jouait ses 2 derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Exactement. Premier match qui allait déterminer si oui ou non on allait finir premier et pouvoir faire un peu tourner et tenter des choses, essayer des choses face à l'Azerbaïdjan au second match, c'était France-Ukraine. France-Ukraine, match qu'on gagne 4-0, donc on gagne bien le match, on marque des buts, c'est sympa. Mbappé qui met un doublé, enfin, doublé qui lui permet d'atteindre les 400 buts en carrière, une bonne barre atteinte. Évidemment, il s'en satisfait pas, il s'en satisfera pas, il va pas s'en satisfaire, quoi. Voilà. Et c'est normal, et tant mieux. Olysée a marqué avec une passe d'Edkanté et Ekitike a lui aussi marqué après avoir fait une très bonne rentrée sur une passe décisive de Mbappé. Alors moi j'ai noté, et c'est ce que j'ai ressenti pendant le match. Le match était chiant à mourir jusqu'à ce qu'on marque. Voilà. Parce que globalement, c'était de l'attaque-défense, c'est-à-dire que nous, on attaquait et que les Ukrainiens défendaient. Preuve en est la stat finale à la fin du match, 25 tirs pour nous, un seul pour l'Ukraine. Mais le fait qu'on ait marqué, forcément, l'Ukraine, pour pouvoir espérer atteindre les barrages, etc., et pas trop se faire peur avec l'Islande qui était derrière, pas très loin, il fallait qu'ils marquent, forcément. Donc, en ayant marqué, l'Ukraine a dû monter le bloc un peu plus et justement laisser de l'espace, ce qui fait qu'on a pu marquer. Et c'était un peu plus intéressant les actions qu'on avait justement après ce premier but. Mais premier but qui est intervenu, je crois, vers la 50e ou entre 50 et 60 minutes, je crois, de jeu. Après coup, pendant la dernière demi-heure, grosse demi-heure, c'est un peu plus intéressant à regarder. Un match qu'on gagne sans problème. Voilà. On n'encaisse pas de but, c'est le principal. Déjà, j'ai envie de dire. Et donc, victoire qui nous fait nous qualifier directement pour la Coupe du Monde. Donc, le dernier match est un peu sans pression, entre guillemets. Attends, tout ce que C'est déjà une bonne chose. je vais en parler un peu comme aussi moi de Vas-y, France-Ukraine. t'inquiète pas, vas-y. Effectivement, alors je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était un match chiant, mais c'était vraiment par la physionomie du match, il fallait s'en douter. Il y avait quand même des choses positives, parce qu'on a eu d'autres des matchs chiants de l'équipe de France et qui se terminaient en 2-2 ou 2-0 ou 1-0 sur des trucs poussifs et tout. Là où quand même j'ai trouvé que, alors même si on met du temps à venir marquer ce premier but, on l'a dit, je crois, quand on regardait les matchs, on s'envoyait des messages. Les 15 premières minutes, tu vois, il y avait quand même du positif. Tu vois. Je me suis dit que quand tu as une équipe comme l'équipe de France, même si tu as une équipe qui met le bus en face, quand c'est une équipe comme l'Ukraine, je suis désolé, vu le talent qu'on a, même si c'est un bus en face, on est censé être capable de créer des décalages, de créer de la vitesse, d'apporter quelque chose, en tout cas avec des passes entre les lignes, et d'aller réussir au moins à s'enfoncer dans la surface pour aller faire des frappes. Ce qui n'était pas le cas sur les derniers matchs. Enfin, c'était catastrophique. On va dire je sais pas, les 8 derniers matchs de l'équipe de France, vraiment, on s'est fait chier comme des rats morts. Là, au moins, dans le premier quart d'heure, même si c'était le bus en face et qu'il y avait vraiment, genre, ils avaient tout le bloc qui défendait, en tout cas pour l'Ukraine, au moins, il y avait des. Alors, et je pense, je le mets notamment au crédit de Cherki, moi, mais il y avait vraiment. Enfin, il y avait du jeu, il y avait des choses, on essayait d'aller vers l'avant, il y a eu des centres, il y a eu des courses. Enfin, au moins, c'était pas juste genre, oh, bah, on se passe le ballon, genre, dans nos 40, enfin, dans les 40 mètres de l'Ukraine, on revient en défense quand ils montent un peu, et puis, enfin. Donc oui, c'était chiant parce que forcément c'était de l'attaque-défense. J'ai quand même trouvé ça vachement positif dans le contenu par rapport au dernier match de l'équipe de France globalement. Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Puis là, le 11 qui a été aligné, pour moi, peut potentiellement être le 11 qu'on va aligner pendant la Coupe du Monde. Alors bon, c'est dans un an, alors il y a le temps de changer. Enfin, un peu moins d'un an, c'est en juin. Donc ça a le temps de changer. Mais ça peut ressembler en tout cas à la majorité, je pense, au 11 qu'on aura. Donc ça nous fait aussi, dans notre tête, une idée de ce qu'on peut voir. Maintenant, il faut qu'on soit bien meilleur et bien plus incisif de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. Mais tu vois, je pense qu'il faut garder ces 15 minutes et les 20 dernières minutes et se dire que ça, c'est le niveau qu'on peut avoir vraiment si quand on joue. Enfin, et je parle pas de montrer un match exceptionnel, juste c'est le niveau des joueurs qu'on a sur le terrain et c'est le niveau que l'équipe de France peut avoir pour moi, genre sans forcer comme des malades non plus. Donc moi je pense qu'il faut prendre ça comme base de travail mais qu'il faut, enfin, tu vois, enfin, si tout va bien, on va pas se faire peur.
J'espère, c'est surtout ça. Ouais, 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 bien sûr. Non, et c'est tout ce que j'espère aussi et on le voit de toute façon au nombre d'occasions qu'on a. On a quand même 25 tirs, c'est énorme. 25 tirs, c'est énorme dans un match. C'est quand même mieux que les derniers matchs où on prenait pas de tir, tu vois aussi, où vraiment, c'était, tu disais, les mecs ils tirent même pas quoi. Là, tu vois, il y avait pas Ouais. Dembélé, donc mine de rien, il y a lui qui sera là autour en plus. Mais j'ai trouvé que, je disais, voilà, Cherki pour dynamiser quand même ce qui se passait un peu entre le milieu de terrain, l'attaque et tout, le nombre de courses qu'il a fait, enfin, il était à droite, à gauche, au milieu, enfin, derrière, devant, je l'ai trouvé que vraiment, il y a beaucoup de ballons qui passaient par lui sur les 15 premières minutes. Après, tu vois, c'est devenu un peu chiant et justement, je trouvais qu'il avait plus tant de ballons que ça. Mmh. Après, je pense que ça le fatigue beaucoup. Enfin, je pense que c'est très fatigant aussi de jouer comme ça, forcément. Mais je dirais un peu à l'instar de Griezmann qui faisait ça aussi de temps en temps, tu vois, mais qui voilà, va décrocher, va chercher la balle, va la remonter, va créer beaucoup d'incertitudes, en tout cas dans la défense. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'entrée d'Ekitike. Je trouve que Ekitike, s'il joue correctement, je parle même pas de jouer un top match, mais s'il joue genre à son niveau normal, on va dire, c'est vraiment un plus. Et surtout si on le joue en tant que remplaçant, du coup, ce qui moi, me paraît logique, c'est vraiment genre, enfin, quand tu le vois et que tu te dis potentiellement on va faire des rentrées où il y a Ekitike qui rentre pour 25 ou 20 minutes, c'est bien, tu vois, genre c'est vraiment positif. Tu remplaces avec un mec qui potentiellement peut être titulaire en fait. Et là, on l'a vu justement sur son but. Effectivement, passe D de Mbappé, mais c'est lui qui récupère la balle, je crois, au milieu de terrain, qui fait une course fantastique, qui fait un 1-2 avec Mbappé qui est nickel. Et genre, enfin, vraiment, le but, il est parfait et c'est lui qui est sur tout le truc. Je trouvais que ça ressemblait vachement, c'est con, hein, parce que ça n'est pas le même poste, mais à des actions qu'on peut voir de Nuno Mendes, tu vois, où des fois, genre, il part justement à grandes enjambées, genre, pour essayer d'aller jouer des 1-2. Alors, je stéréotype un peu, mais je trouvais qu'il y avait un peu de ça quand même dans sa façon de voir l'attaque. Et non, j'ai trouvé que elle était positive, ça rentrait quand même très positive. Oui, oui, très positive, effectivement et c'est ça, que je voulais dire aussi, c'est que, en remplaçant, ça vient mettre un coup sur la gueule aux défenseurs adverses aussi de voir Ekitike rentrer parce que c'est un mec qui est grand, techniquement il est pas mauvais, il est suffisamment rapide aussi, donc je veux dire, capable de frapper de loin, de près, de prendre des ballons de la tête aussi, de par sa taille forcément. Donc donc en fait, c'est un mec quand il rentre, bah, il peut faire chier quoi. C'est comme alors évidemment pas du tout le même physique et pas du tout le même style, mais je veux dire, il fait peur de la même manière que Giroud faisait peur, je pense aussi, parce que, bah, un mec qui est grand de toute façon, ça fait peur quoi qu'il arrive, sur les coups de pied arrêtés, quoi. Sur les coups de pied arrêtés, ça fait hyper peur et on le verra juste après pour le match, justement contre l'Azerbaïdjan, mais c'est hyper important d'avoir des Ah mecs bah grands, oui. c'est hyper important Et d'en justement, avoir. tu vois, tu disais potentiellement le 11, enfin en tout cas un 11 qu'on pourrait voir à la Coupe du Monde, mais en même temps j'ai envie de te dire, il manque Dembélé, il manque Chouameni, Ouais. qui pour moi Chouameni aussi, enfin quand il est à son bon niveau et à son niveau correct, est titulaire avec l'équipe de France. Enfin, alors aujourd'hui je sais pas Ouais, ouais, ouais. parce qu'on a des mecs vraiment forts. Enfin, je trouve que Kanté avec l'âge qu'il a, Kanté fait un match, enfin on va en parler, mais contre l'Ukraine. Il joue contre l'Ukraine? Oui. Ouais. Il fait un Oui, match oui. incroyable. Enfin, on a des mecs qui peuvent jouer au milieu de terrain qui sont. Alors là, je sais plus, c'est fou, j'ai plus en tête. Il y avait qui au milieu de terrain? Bah, c'était Koné là, mais Koné pour moi c'est Ouais, pas du tout titulaire moi, hein. voilà. Bah, alors pour le coup, du coup, bah, tu vois, typiquement, s'il y en a un qui doit sauter pour mettre Chouameni, peut-être ce sera Koné, quoi. Mais en tout cas, je veux dire, on peut avoir des mecs au milieu. Tu vois, même si je le déteste, mais Rabiot est un bon joueur de foot. Et Rabiot, quand il a pas la tête dans le cul et quand il est concentré sur l'équipe de France, est un très bon joueur. Faut qu'il soit concentré sur l'équipe de France, c'est un autre problème. Mais voilà, quand tout va bien chez Rabiot et tout va bien pour la mère de Rabiot, et ben Rabiot va bien. Donc voilà. Mais je pense qu'on a quand même, enfin, on a de quoi construire une belle équipe en fait. On a de quoi construire une belle équipe avec une équipe de remplaçants, voire une équipe B qui fait aussi peur que l'équipe A. Et ça, c'est quand même bien, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est l'avantage qu'on a je pense que c'est l'avantage qu'on a à peu près toujours eu depuis, allez 10 ans, Ouais, mais tu vois, c'est je que, trouve que en soi, quand on gagne en 2018, je trouve que c'est moins le cas, tu vois. Il y a quand même des remplaçants où tu vois, tu te dis genre, bon, enfin, on avait Nzondi, on avait des trucs comme ça, où j'étais en mode genre, oui, ils sont là, ils rassurent, mais c'est pas. Là, franchement, l'équipe B, elle est alignée, même contre une grosse nation, j'ai pas peur. Enfin, genre, je me dis, on peut quand même gagner, tu vois, c'est pas un problème. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bah, on verra juste après, hein, mais l'équipe B, moi, j'ai pas été très fan, moi, de l'équipe B, hein. Non, mais de celle qui a été On verra montrée, juste après, de hein. ce qui a été montré pour l'instant. Mais parce que c'est pas la vraie équipe B, parce que tu vois que c'est ce que je te dis. Enfin, moi, je pense que Ekitike, il est là. Koundé était là? Oui. Non, Koundé. Oui, si, Koundé était là. Koundé a joué contre l'Ukraine, ouais. Voilà. Alors en défense, peut-être en défense, en équipe B, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais Je sais pas, hein. eh, Je crois pas, moi.
Mais en vrai, quand on dit équipe B, en plus, il va pas remplacer le 11, tu vois. Enfin, il va pas dire genre là, on joue avec un 11 différent. Genre, il y aura deux trois mecs qui vont quand même rentrer, qui vont rester et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas si peur que ça. L'équipe qu'on a vue contre l'Azerbaïdjan, je pense pas que ce soit la vraie équipe B. Enfin, mais il y a des mecs qui m'ont quand même rassuré. Bah, écoute, parlons-en tout de suite si tu veux faire le débrief du match, comme ça on en parle. Mais Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais juste voilà, dire au cas où, parce que j'en ai parlé des 25 tirs. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a 25 tirs, dont 10 cadrés. Ce qui est quand même beaucoup. C'est presque la moitié des tirs qui sont cadrés. C'est quand même une bonne stat, quoi. Donc voilà, je voulais juste en parler de ça, de cette stat-là, parce que c'est bien de cadrer, de frapper 25 fois, mais si tu cadres 5 fois, c'est un peu chiant. Là on a quand même pardon, cadré pas mal de fois. Donc ça, c'est cool. et Mbappé a fait Euh, des duels. Je dis aussi, Mbappé a pris ses responsabilités sur certaines actions et ce qu'on le voyait plus faire. Et là, il y est allé un peu quand même. Tant mieux. ah oui, c'est bien ça. Très bien. Pour le coup, bon match d'Mbappé, ça c'était cool. On enchaîne très vite du coup avec le match contre l'Azerbaïdjan, donc en Azerbaïdjan. Victoire 3-1. On a pris un but à la 3e minute face à. Deschamps a juste fait 11 changements. Il a changé les 11 titulaires pour mettre 11 joueurs qui n'étaient pas. Du coup, contre l'Ukraine, on a pris un but à la 3e minute. Donc, première titularisation de Lucas Chevalier. Premier but encaissé. Le premier gardien de l'équipe de France à avoir encaissé un but le plus rapidement, on va dire. Euh, voilà, 3 minutes de jeu. Bon palmarès. Pour Lucas Chevalier, je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation pour certaines choses, mais ça fait beaucoup, quoi. Bah, après, c'est le seul moment où il a été vraiment inquiété, hein, en réalité, mais bon, il a quand même pris son petit but. C'est dommage, c'est dommage. Mais après, la défense n'a pas été au top non plus sur ce premier but. On a eu un très bon match de Malo Gusto. C'est pour ça que je te dis que l'équipe B est pas mal aussi, parce que je pensais à lui en défense, notamment. Très bon match de Malo Gusto qui nous offre 2 passes décisives, presque 3, entre guillemets. La première sur un but de Mateta, de R Mateta, comme je l'ai noté Bah sur, voilà. euh, sur le déroulé du podcast. Bah, on va en J'en parlais juste débriefer, on avant. va pouvoir en débriefer en même temps qu'on fait le déroulé du match, mais pour moi, Mateta, tu vois, c'est rassurant aussi, du coup, ce que tu disais, avoir un grand joueur, c'est utile. Bah, Mateta, putain, ça Ouais, rassure. Quand les mecs, ils vont voir rentrer Mateta, ils vont voir des attaquants sortir, et ils vont voir rentrer Mateta, ils vont faire, oh putain, c'est relou là quand même. il va être comme ça. Ah Bah ouais. non, mais surtout, c'est ça, tu vas faire rentrer des mecs avec un autre gars, enfin, parce qu'on n'a pas trop d'autres mecs, j'ai envie de te dire, comme ça, en tout cas, pour moi, sur les titulaires en attaque, tu vois, ça va être Dembélé, Mbappé et, Ah oui, oui, sur les titulaires, oui, bien sûr. Je suis donc d'accord. voilà, mais donc du coup les mecs vont être fatigués potentiellement en face et ils vont voir rentrer un mec qui a même pas besoin de courir, genre il a juste besoin de sauter et ils vont te mettre des têtes donc ça va être pour moi c'est une très bonne idée, tu vois d'avoir Mateta c'est très bien. Ouais, c'est ça. Donc Mateta, en plus, qui met un beau but, une belle tête piquée, il monte très haut Ah sur ouais son ouais. but. Impressionnant. But d'Akliouche aussi, donc une nouvelle fois passe D de Malo Gusto. Donc voilà, Akliouche qui marque, bon, c'est sympa, je suis assez content que Akliouche marque. Magnès. Euh, je vais revenir vite fait rapidement sur le but de Mateta, puisque c'est la deuxième fois qu'il est titulaire avec l'équipe de France et deuxième but qu'il marque en tant que titulaire. C'est jamais arrivé en équipe de France. Ah ouais, non mais Qu'un mec qui soit, pour ses 2 premières titularisations, marque. C'est jamais arrivé. Donc c'est c'est un peu rassurant aussi. si on doit sortir un point positif de toute cette merde et de tout ce parce qu'on a quand même des matchs où on n'a jamais les mêmes titulaires en ce moment, où il y a des matchs où ça tire pas et tout, c'est que du coup on offre quand même la possibilité à plus de joueurs de marquer des buts là où avant on était un peu genre pas dépendant de genre 3 4 joueurs mais c'était quand même un peu le cas, tu vois, c'était à eux qu'il fallait que la balle arrive. Là, je me dis on a quand même plein de mecs qui peuvent marquer à plein de positions de manière différente. C'est peut-être ça le seul point positif, c'est qu'au moins ça va faire sortir des gars qui sont capables de marquer de différentes solutions et donc de voir si le match il marche pas, si 45 minutes, 50 minutes ça marche pas, de faire rentrer d'autres mecs, de faire changer et de changer complètement notre dynamique de jeu pour tester complètement autre chose en plein milieu d'un match parce qu'on a d'autres mecs qui sont capables de faire autre chose. Oui. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est bien aussi de changer la tactique de match en plein milieu pour déstabiliser un peu l'adversaire. Ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et du coup, voilà, notre troisième but qu'on a marqué, c'est un contre son camp donc du gardien sur un centre de Malo Gusto, repris par Kefren Turam de la cuisse, je crois, ou du genou. La frappe n'était pas cadrée et le gardien, en voulant faire un arrêt, la rentre dans son but. Et Donc, Kefren ça Turam qui fait avait eu 3. un but refusé genre 4 minutes avant je crois. Mais on a eu, et voilà, et sur le match entier, on a eu 2 buts refusés pour main. Logique, hein, il y a main. Oui oui. Mais voilà, donc on a quand même eu 2 buts refusés. Donc, ce qui fait que bon, on a eu les occasions, on a pu faire quelque chose, quoi. Bon, la différence du match contre l'Ukraine, c'est que bon, on a fait 17 tirs, bon, 8 tirs de moins, bon, ça, à la limite, c'est pas. Voilà, 17 tirs, c'est quand même beaucoup, mais on en a cadré que 4. On a cadré moins d'un quart des frappes. 4 tirs cadrés pour 3 buts. C'est pas énorme, Réaliste. énorme.
Ouais, ouais, mais c'est pas énorme. Non, non, on est C'est d'accord. par rapport justement à l'autre match, c'est pas énorme. Après bon, je vais pas me plaindre. On gagne le match. J'ai eu très peur, enfin pas peur. Non, c'est un grand mot peur, hein. Mais quand j'ai vu qu'on a pris un but au bout de 3 minutes, je fais: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous». Notamment Malo Gusto, j'ai très vite été là en mode: «Putain, il fait chier et tout ça machin». Je l'ai insulté assez rapidement finalement et il m'a fait très vite fermer ma gueule, à juste titre, quand, j'ai vu son match encore, son reste de match. Donc non, ça c'est je suis très content pour Malo Gusto, très content qu'on ait un mec aussi bon que ça, qui est en train de performer avec Chelsea dans un premier temps en club et de performer en équipe de France quand il en a l'occasion. Un bon remplaçant de Jules Koundé. Pour moi, si Jules Koundé n'est pas là, et bah, Malo Gusto fera le taf. Je pense qu'il peut faire largement le taf. En tout cas, Ouais. c'est vraiment un ressenti que j'ai, sans problème. Et on parlait des remplaçants, comme tu disais, bon, côté gauche, Lucas Digne pour moi titulaire, évidemment, comme il a été, contre l'Ukraine. Et bah, Théo Hernandez n'a pas été exceptionnel, je trouve. N'a pas été dingue. Celui qui a encore été moins exceptionnel, c'est son frère, en défense centrale. J'ai pas trop aimé, j'ai pas trop aimé la performance de Lucas Hernandez en défense centrale. Voilà, heureusement qu'il y avait Konaté derrière, capitaine Konaté, puisque, bah, Eh oui. il y avait pas de il y avait aucun titulaire normal, donc forcément, il fallait faire des trucs. Et c'était Konaté qui a été capitaine, qui a fait un très bon match en tant que capitaine derrière. Et c'est pour ça, tu vois, si on fait un peu le Donc point, viens, on fait un peu le point, genre ligne par ligne de qui c'est qu'on va avoir, genre titulaire et ou remplaçant, tu vois. Tu disais ouais, Digne, effectivement. Après, voilà, en défense, on a Konaté qui, pour moi, enfin, est quand même ultra rassurant sur plein de points. Ou pas Mécano a été vraiment bon, je trouve. bah, pour moi, là, actuellement, si on doit choisir, si on doit avoir une défense au mondial, la centrale, je parle, c'est Upamecano, Saliba. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est Entre, si Konaté doit rentrer, ou doit remplacer un qui est un peu blessé ou incertain, pour moi, il y a pas de différence. mais c'est ça qui est quand C'est même ça le cool, truc quoi. aussi. Dis C'est que ça qui si fait sur ton peur, équipe B, c'est bien. Donc là, tu vois, typiquement, on aurait une défense de genre, bon, je pense qu'on est tous d'accord, qui serait du coup Digne, Upamecano, Saliba, Koundé. ouais, bah, les contre l'Ukraine, Bah voilà. voilà. Je pense Ouais, la défense de l'Ukraine, c'est la défense qu'on aura pour l'instant au mondial, pour l'instant. au milieu de terrain, moi, je voudrais bien voir, genre, enfin, j'aimerais bien que ce soit, je sais pas comment il veut l'articuler, mais en vrai, Chouameni, Cherki, Kanté. Moi, c'est ça que je voudrais voir. Ah ouais, bah, Cherki, je le compte pas dedans, mais je compte pas vraiment au milieu. Enfin, milieu de Oui, terrain, j'en compte 2, enfin, tu vois, j'en compte que 2. Et milieu de terrain, oui, oui, Tchouaméni, pardon. Kanté. D'accord. Alors que je suis très content et bon, en tant que Parisien encore plus, mais du match de Zaïre Emery. Oui. Oui, mais alors, Waouh! je suis content de son match, mais pour le coup, lui, il a Je le été vois pas pas rassurant titulaire, sur hein. d'autres matchs, tu vois. Ah oui, non, mais je le vois pas titulaire, Oui, mais oui. c'est juste que là, il revient bien et le fait qu'au dernier rassemblement, il ait pas été appelé et qu'il ait été appelé avec les espoirs, bah, justement, ça lui a fait un truc, peut-être un petit truc, Ouais, un ouais. peu sympa, je crois qu'il a même dit d'ailleurs, hein, que ça lui a fait du bien de retourner avec les espoirs et là, depuis qu'il a fait ce rassemblement avec les espoirs, je sens la différence avec Paris Mm. et avec, l'équipe de France. Là, ce rassemblement-là, il a été très bon. Ce rassemblement-là, est rassurant, surtout. Donc pour moi, Zaïre Emery sera remplaçant évidemment et il peut rentrer en cours de match que, ça fait pas de aucun souci, quoi. Ouais. Mais effectivement en 10, donc pour ça que je les compte pas au milieu de terrain, même si ça reste un milieu de Oui, terrain, oui, oui. mais en 10, évidemment Cherki, je vois pas qui d'autre. Griezmann, Heu, le retour de Griezmann. Inattendu, mais, mais espéré. non, mais même si Griezmann revient, hein, mais non, ouais, non, Cherki. Sur les devant, bah, ça me dérange parce que moi devant, je mets pas Mbappé, je le mets sur un côté lui. Oui, moi, je suis d'accord aussi. Mais Mais du coup, tu mets il qui peut devant? faire jouer bah, je mets Dembélé devant. Ouais, mais tu peux faire jouer Dembélé à droite en vrai aussi. Oui, mais bon, Dembélé est bien meilleur devant, Et, on l'a vu la saison dernière. et du coup, tu mets qui à droite? Si tu mets Mbappé à gauche et Dembélé devant. Bah, Olysée, hein. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Putain, en vrai, ça aurait de la gueule, hein. Alors Mais Olysée, t'imagines. alors Olysée, moi je le trouve vraiment par contre sur courant alternatif aussi des fois, hein. Vraiment, il Ah est oui. fort, mais alors il y a des fois il a des passages à vide qui sont vraiment et des choix surtout. C'est pas tant des passages à vide, c'est vraiment des choix où d'un coup tu te dis mais qu'est-ce qu'il branle, genre pourquoi il fait cette passe, pourquoi il fait ce petit truc, pourquoi, genre Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Là où, par contre, tu te dis qu'on aurait un banc avec notamment, hein, sur le banc, un mec qui peut être largement titulaire sans problème, Barcola. ouais.
Et moi, tu vois, ça me dérangerait pas. Mais alors, du coup, ça reviendrait. Enfin, parce que Barcola, alors, moi, je regarde moins les matchs de Paris, mais il joue plutôt à gauche, on est d'accord quand même. Mais il peut jouer à droite en vrai. Oui, ouais, il peut jouer des deux côtés, ouais. À Parce gauche, que, évidemment, parce que bah, il peut rentrer et frapper. Mais, oui, mais bon. moi, sur ces rassemblements, j'ai préféré Barcola à Olise. Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr, je En comprends. fait, je trouve que Olise est plus fort intrinsèquement, est potentiellement un meilleur joueur avec un plus haut potentiel. Mais je trouve dans ses choix, Barcola plus juste et plus rassurant. Ouais. Ouais. Oui, je peux comprendre. L'avantage aussi de Barcola, c'est qu'il a forcément sa pointe de vitesse qui fait que bah il peut éliminer rapidement des joueurs qu'Olise n'a pas. Mais Olise a la technique un peu plus que Barcola aussi, donc en fait ça se compense là-dessus quoi. Après, c'est un Puis problème de riche, hein. C'est-à-dire qu'au pire, c'est au pas, pire, il fait tourner entre ouais, Barcola et Olise, quoi, tu vois. Il y en a c'est un qui vraiment marche pas, il y a l'autre qui rentre, quoi. parce que c'est pas du tout le. Ouais, c'est ça, c'est pas. Ils ont pas le même physique et Non, non, non. le même style de jeu en fait. Ils ont le même poste, mais pas du tout le même style de jeu. Ouais, c'est pour ça, tu vois, moi il y a Dembélé, Mbappé que tu peux. En plus, tu vois, lui justement il fait jouer Mbappé en pointe, mais du coup je me dis si tu tournes avec derrière Olise et Barcola, tu peux aussi te permettre de changer, du coup de faire jouer Dembélé en pointe, Mbappé à gauche, ou de faire jouer Dembélé à droite, Mbappé en pointe, Barcola à gauche. Enfin, tu vois, il y a quand même plusieurs combinaisons qui sont possibles, et du coup plusieurs combinaisons pendant le match aussi. Tu peux vraiment les faire tourner parce que du coup Mbappé peut jouer en pointe ou à gauche, Dembélé peut jouer en pointe ou à droite, Barcola peut jouer à droite ou à gauche. Donc voilà, tu Ouais, vois, il y a quand même moyen de faire plein de trucs et plein de changements, quoi. ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est hyper cool et le fait qu'on ait cette possibilité-là, de toute façon, on est vraiment. Ça fait quelques années, hein, mais on a un problème de riche quoi. Donc on va pas s'en plaindre. Hein. En France, on a un problème Mais de riche avec ce l'équipe ce nationale. qui est Donc fou au vu des résultats, tu vois, parce qu'on se dit, on n'arrête pas de dire qu'on a des problèmes de riches, mais que tu vois, il y a quand même des matchs où, enfin, tu te dis putain, avec ce problème de riches, c'est quand même fou la gueule des matchs qu'on fait, quoi. oui. Donc écoute, bah écoute, voilà, 3-1, 3-1 effectivement, là contre l'Azerbaïdjan. Mais on a vu des choses. En tout cas, moi, là où les derniers matchs, je trouvais qu'on voyait rien et que c'était vraiment illisible et que c'était un enfer. Là, au moins, j'ai été rassuré et on a vu des choses et surtout on a vu des choses de la part des joueurs parce que moi, je trouve ça bien de critiquer des champs, mais je trouve que des fois aussi, enfin, c'est les mecs ça passe par les mecs sur le terrain en fait aussi. Le genre, c'est eux qui jouent quand même malgré tout au final. Mm. Là, voilà, je trouvais qu'au niveau de tout le monde, même de Mbappé, tu vois, qui a été beaucoup critiqué et tout, genre aussi bien dans ce qu'il dégageait que dans le lead et tout, tu vois, je l'ai trouvé bien plus tourné vers le collectif et tout ça. Enfin, je sais pas, il y avait un truc plus positif pour tout le monde, je trouvais, qui était vachement rassurant. Ouais, bah oui. Là, l'avantage qu'on a, c'est que les matchs internationaux normalement sont finis. Bon, il y aura peut-être des matchs amicaux qui vont intervenir, mais je veux dire, la qualification Coupe du Monde est finie, donc déjà, ça enlève un gros poids. On finit, mine de rien, même si on a fait un match nul contre l'Islande, on finit invaincu. Ça, c'est important à souligner. Parce que oui, on n'a pas fait des bons matchs, mais malgré le fait qu'on n'ait pas fait de bons matchs, bon, on n'a pas perdu. Euh, donc c'est important à souligner aussi, le fait qu'on ait de la réaction, etc. Donc, évidemment, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas pour l'équipe de France. On va voir au prochain rassemblement. Je sais même pas quand est-ce que ça peut être. Franchement, j'ai aucune idée. Peut-être en février ou mars, j'en sais rien. Parce qu'il y aura un rassemblement avant la Coupe du Monde, c'est sûr et certain. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir ce que va faire Deschamps, etc. Mhm. Mais mais on est peut-être et très certainement sur la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps. Oui, il y a des chances. Il y a Deschamps. Il y a des chances, mais oui, bien sûr. Voilà. Donc même si peu de gens, non, c'est faux. Même si des gens ne l'aiment pas, même si des gens n'aiment pas sa manière de coacher, sa manière de parler, sa manière de le fait qu'ils prennent pas de risques à toujours convoquer les mêmes joueurs, même si c'est pas forcément les joueurs qui sont en forme, etc. Non, mais Bah juste Deschamps, tu prends son quelle bilan à la équipe. fin de sa carrière. Enfin, quand il arrêtera en bleu, tu prendras son bilan et qu'il y a une seule personne qui ose le critiquer, quoi. Genre vraiment. Mais Deschamps est le meilleur sélectionneur qu'on ait jamais eu pour l'équipe de France. J'espère que ce sera à la fin de notre vie, en tout cas, nous, de ce qu'on pourra voir, pas le meilleur. C'est-à-dire, j'espère qu'on aura eu mieux après. Et c'est tout ce que je souhaite, en Parce tout qu'on cas. n'aura pas Zidane. Voilà, je pense que ce sera ça, puisque de ce que plusieurs médias disent, etc., Zidane refuse toutes les offres qu'il a pour justement être là en mode bah non, je prendrai l'équipe de France après. Il refuse toutes. Il a eu plusieurs offres, évidemment, c'est Zidane. Hein, il a fait trois Ligues des Champions d'affilée avec le Real, donc il a des offres. C'est logique. Mais là, il refuse plusieurs offres qu'il a reçues pour être coach, pour justement. Eh, il a même moi, je l'ai appelé. Je voulais qu'il soit coach de Papier Bulle FC et il a refusé. Alors imaginez. Ouais, et quelle équipe? Et quelle équipe?
Voilà, on a un gardien et, et un latéral gauche. C'est énorme. Énorme. Voilà. Mais voilà, fin du point foot finalement. On va Ouais. enchaîner et avec la même slide, Et même voilà, on avis. enchaîne. Bah alors on va en parler un petit peu moins quand même parce que déjà j'ai fait un TikTok où Ouais, et j'ai fait un TikTok gentil parce que vraiment moi pendant le match j'étais très 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 énervé du niveau de l'équipe de France et vraiment de ce que les mecs sur le terrain proposaient. Et là c'est vraiment pas Fabien Galtier le problème, c'est vraiment ce que les mecs sur le terrain ont proposé. Donc voilà, donc tu l'as dit, France-Fidji, victoire 34-21. Bon, déjà, c'est pas une victoire si éclatante que ça. Après, je l'avais dit, pour moi, les Fidji sont vraiment une nation qui est en train de structurer son rugby national, international, pardon, et qui vraiment, en tout cas, les bons choix sont faits au niveau de la fédération des Fidji, et on avance dans une très bonne direction, et je trouve ça très très cool parce que je suis vraiment content. C'est vraiment un pays que j'adore le rugby qu'ils propose, et il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France en plus. On a toujours beaucoup de joueurs fidjiens, voilà, qui viennent, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, et c'est des gens formidables en plus, souvent. Genre, enfin, c'est vraiment des mecs qui apportent au collectif des trucs de fou aussi bien en sportif qu'en extra sportif. Donc moi je suis très très content pour le peuple fidjien. Mais donc voilà, qui a fait un gros match contre l'Angleterre. Donc mine de rien, c'est une bonne victoire. Dans le contenu du match, c'est une victoire catastrophique. Moi je l'ai dit, je suis pas content. Alors nos avants, c'est à peu près le seul truc qui a sauvé. Et en même temps, c'est ce que je dis dans mon TikTok, je n'arrive pas à juger de la qualité des avants fidjiens parce que c'est pas le cœur de leur rugby et c'est quand même là où ils ont des faiblesses. Donc forcément, nous, avec des bons avants, on les a explosés. Mais du coup, s'il n'y a pas vraiment de confrontation derrière, c'est difficile aussi de juger. Mais bon, voilà, nos avants ont été globalement convaincants. Charles Olivon élu homme du match. Greg qui fait un retour fantastique. On y reviendra après sur Greg, le point Greg. Voilà, sur son niveau et sur son capitanat. Gros, qui était là, qui a pas été catastrophique. Donc voilà, ça allait. Maxime Lamotte qui a pas fait une rentrée formidable, c'est dommage parce que moi j'attendais beaucoup de Maxime Lamotte. C'est vraiment, je suis pas fan de l'UBB, mais alors vraiment Maxime Lamotte, j'adore ce qu'il fait. Et là, bon après c'est qu'il faut lui donner sa chance en équipe de France, hein. Mais voilà, c'était pas fantastique. Et alors, les arrières, bon, déjà, on n'a pas eu un grand Louis Belbiaré. On a Damien Penaud qui marque encore une fois, je crois, si j'ai pas de conneries. Non, je sais même plus. oh, je sais plus, Je sais je même vais plus, mais regarder. enfin bref, non, c'était doublé sur le match d'avant, mais là, je ne sais plus. Mais ouais, peut-être que. Attends, c'est pas un doublé là aussi? Oh, je sais plus. Marque pas un doublé? Je regarde, Ok, j'y suis. je te laisse me dire ça. C'est fou de ne pas me souvenir ça. Mais je crois qu'il Il marque un marque pas. doublé. Ah, il marque pas. Ok. Mais non, non, je suis pas content. Alors, je suis pas content défensivement. Déjà, au-delà d'offensivement où on a été stérile encore une fois, mais défensivement, on a eu des trous. Enfin, les essais qui marquent, il les marque, mais tranquillement, hein, les gars, hein. C'est-à-dire que vraiment, des trous, mais monstrueux. C'est-à-dire que, alors, et en plus, c'est les Fidji en face, donc forcément, ils ont un peu de vitesse quand même, ballon en main. Mais alors là, les gars, des trous. Enfin, justement, on le disait la semaine dernière, tu sais, sur une action où ça avait critiqué Gégou là sur je sais plus quel ruck et tout, et alors que nous on trouvait que c'était la montée de Barassi. Mais alors Barassi, je trouve qu'en défense, il y a eu des errements encore une fois qui étaient mais c'était gros quoi. Alors pas Jean-Baptiste, hein, mais vraiment voilà, il y a Non, et non. Mais je trouve que et alors du coup on a eu le retour des montées défensives à contre-temps de Damien Penaud, enfin qui avait un peu arrêté de nous faire ça, qui était vachement plus juste défensivement, qui là nous a fait des espèces de trucs où il partait tout seul, genre les bras en l'air et tout. Je suis en mode bah, c'est bien, hein. Mais là, il y a un trou de 4 mètres à ta gauche, hein, mon pote, hein, donc c'est dommage, hein. Et alors, vraiment, ce que j'ai pas compris, c'est. Bon, d'habitude, c'est un classique en équipe de France. On a toujours eu un mec qui faisait ça. Mais là, le problème, c'est que t'as 3-4 joueurs qui se sont dit putain, c'est marrant, moi aussi, je vais faire ça. Bah non, bah faites pas ça en fait, vous êtes fous, vous êtes malades. Donc, on a Louis Belbiarek qui commence à faire ça aussi. Mec, franchement, t'es beaucoup plus rassurant, je trouve, en défense et tu te donnes 100 enfin, plus que Penaud, je trouve. En tout cas, tu me rassures plus. Bah vas-y, mec, je t'en supplie, commence pas à faire les mêmes erreurs que lui. Et là, même Louis Belbiaré qui faisait pas ça jusqu'à présent, qui a commencé, alors je sais pas s'il a voulu s'inspirer de Ficou ou de Penaud, mais à faire des travers. Je trouve que Louis Belbiaré ne faisait pas de travers jusqu'à présent et justement prenait de la vitesse tout en arrivant à pas sortir en touche et à rester sa ligne et à vraiment prendre des points de vitesse. Et je l'ai trouvé très mauvais, très très mauvais dans ses grands travers, très lent, des feintes voilà, pas bonnes. Donc pas un grand Louis Belbiaré malheureusement. Thomas Ramos, et alors du coup c'est le même problème que contre l'Afrique du Sud, mais alors un jeu mais ennuyeux et stéréotypé as fuck, c'est-à-dire que le mec a deux, enfin je pense que c'est une manette avec deux boutons, Thomas Ramos. C'est-à-dire qu'il a deux choix globalement quand il reçoit le ballon. Il reçoit le ballon, on va dire qu'il est toujours à 15-20 mètres de la ligne, en tout cas des montées défensives. C'est soit il va jouer au pied quand devant ça marche pas, en tapant sur Damien Penaud,
Bon, c'est bien, mais on peut pas se contenter de faire ça. Soit il va alors tenter des feintes, mais alors les feintes, il les fait toujours de la même façon. Il part à droite et il fait pas une feinte droite-gauche, il fait une feinte où il fait demi-tour, tu sais? Genre, il fait vraiment genre, il part sur la droite et il revient sur la gauche. Mais mec, tu perds un temps fou et tu l'as fait 3 fois. 3 fois, tu t'es fait découper et tu as continué de le faire. Et j'ai vraiment genre tes montées étaient nulles. Enfin, il y a un moment, enfin, faut arrêter. Je trouve vraiment, je suis déçu. Je suis désolé, c'est long, mais le match m'a énervé. J'ai rarement vu des victoires de l'équipe de France qui m'ont autant énervé. Le contenu m'a déçu, mais énormément. Ouais. Bah, moi aussi, en fait, on l'a dit pour le premier match contre l'Afrique du Sud et c'est vrai que c'est le même jeu. Il a joué pareil. En fait, il a joué pareil, il a même pas il y a pas de changement. C'est le même, Ramos que contre l'Afrique du Sud. J'ai le seul, point positif des arrières, c'est, De Porter. Ouais, ouais, ouais. Ah. Déjà, il met un doublé, déjà et ouais, non, il a pas été, mauvais du tout. C'est le seul vraiment point positif des arrières. Sinon après, après évidemment, voilà, tu l'as dit, mais on a été très bon avec nos avants, sur les ballons portés et cetera. C'est pour ça qu'on en a beaucoup fait aussi. On a contesté beaucoup de touches. Le nombre de touches qu'on a gagné, enfin qu'on a «volé», on va dire entre guillemets, enfin qu'on a pris aux Fidji quoi, c'est impressionnant. Bah, tu vois, on en Trop revient sur les fondamentaux où je sais pas juger de l'adversité parce qu'ils ont pas non plus des joueurs de 4 oui, mètres 12 et tout, tu vois. Enfin, c'est pas leur rugby, tu vois. Donc forcément là-dessus, là, ce qui est rassurant, c'est qu'on a su taper là où ça faisait mal. On a quand même réussi. Et tu vois, on met 21 points en 18 minutes. Je me dis, putain, les 18 premières minutes sont cool. Je me dis, même si c'est que des ballons portés et tout, je me dis, ok, on a compris où étaient leurs points faibles, on va forcer là-dessus, on va y arriver. C'est quand même fou d'après d'avoir un passage à vide enfin, entre la 20e et la 50e, genre, il y a personne. On est ouais. inexistant, des fantômes. Donc vraiment, Ah ouais, ouais. c'est fou quoi. On a quand même mené 21-0 et on s'est retrouvé à 21-21 quoi. Bah c'est ça quoi. Et puis 21-21 où vraiment, fou, j'étais en mode ça fait peur quoi. Je trouve que Lucu, et Dieu sache que avant j'aimais pas trop Lucu, que après il était vraiment monté en mon estime. Je trouvais que c'était un mec qui, alors c'est clair qu'il est pas là pour dynamiser le jeu, mais il est très rassurant, il est très bon stratège, il est très bon dans ses passes courtes. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont bien. Mais alors là, du coup, effectivement, c'était long, c'était lent. On a raté, alors je sais plus, mais la stat est désastreuse, mais genre à la 40e, le nombre de plaquages ratés est fou. Genre, il y a vraiment sur le premier essai fidjien, genre on est trois mecs à toucher le porteur de balle, il n'y a pas un mec qui Ouais. arrive à le plaquer. C'est en mode bon, bah pardon, mais c'est catastrophique. Donc non, non, vraiment, le contenu défensivement, il n'y était pas. Et offensivement, encore une fois, pareil, quand ça passait par les avants, bah, Lucas, ça dynamisait pas tant que ça et ça marchait pas. On faisait des séquences à 9, 8, 3, enfin, pardon, 9, je vais pas y arriver. 8, 9, 10, 10 enfin, ruck et tout ça, des séquences longues avec pas d'avancée. Et tout ça pour finir par un jeu au pied un peu par dépit. Et puis voilà, c'était pas un beau match. Non, pas tant, pas tant que ça. En plus, on a le point noir qui est la blessure de Boudin Ouais, et Barassi qui sera pas là. On a eu c'est dingue ça, Barassi qui est sorti sur commotion, entrée de Gaëton, Gaëton qui est ressorti sur commotion ouais, ouais. et entrée du coup, de Boudin. Mm, mm. Ça va parce que Boudin a déjà joué, notamment à La Rochelle, c'est arrivé qu'il joue 3 quarts et il a un physique où il peut jouer 3 quarts, donc c'est pas un souci, il peut jouer 3 quarts centre sans problème. Mais c'est vrai que c'est assez, étonnant de le voir là. Mm. Mais ouais, Boudin qui est ressorti en plus en fin de match et enfin pas en fin de match, n'importe quoi, en fin de première mi-temps, je Ouais, crois ouais, ouais. d'ailleurs. Donc voilà. Et c'était ouais, ouais. Bon, le point positif, c'est encore une fois un bon arbitrage. Moi, Monsieur Ridley, Ouais, je l'aime beaucoup. Genre, au début, il me faisait peur parce que je voyais qu'il était très jeune et qu'il était très autoritaire. Tu vois, pour un mec, c'est con, c'est qu'il a pas le physique qui va avec. Tu vois, il est quand même relativement petit, et il est tout frêle et tout. Et je trouve que c'est un des arbitres les plus autoritaires, mais il est juste. Et à chaque fois, il explique tout comme Monsieur Gardner. Et globalement, voilà. mmh, Surtout, on avait vraiment beaucoup le son. J'ai trouvé pendant le match, on entendait bien l'arbitre vidéo. Genre, et je crois qu'il était même diffusé dans le stade. J'entendais l'arbitre vidéo dans le stade et ça, je trouvais je ça sais pas. bien. C'est vraiment bien. Tu Donc sur entendais que ça. tu ouvrais ta fenêtre, tu l'entendais, non? Exactement, ouais, bah oui, oui. Bah oui, on est à Bordeaux forcément, donc voilà. Tu sais que d'ailleurs c'est très drôle parce que vraiment, je lance le match et je fais, moi mon volet était fermé, je fais, ah merde, il pleut à Bordeaux. Je savais pas. Du coup, je suis en mode, bon bah, ok, il pleut apparemment. Donc voilà, non, non, mais effectivement, non, j'ai très très bon arbitrage d'ailleurs, qui est un arbitre anglais hein, pour le coup, et vraiment, enfin, on est quand même Mmh. habitué à avoir des arbitres anglais très chiants et très nuls récemment, je pense. Je veux pas citer Andrew Brace, mais voilà, Andrew Brace, celui-là il est pour toi. Tu l'as Euh, cité, tu l'as cité, tu l'as Ouais, j'ai cité. cité, t'as pas vu, mais j'ai fait un geste de la main. Je lui dis bonjour, tu sais, coucou.
C'est comme dans Top D'accord, Gun, bah, c'est je cool. maintenais la diplomatie avec les grands bretons et nous. Bien sûr. Mais voilà. Mais Andrew Brace, très bon arbitre. T'es comme ça, mec. Donc voilà. Et non, non, et là, Monsieur Ridley, qui est anglais, mais qui est né en France, je crois. Et parce que je crois que son père jouait en France ou un truc comme ça, mais il était anglais, hein, il est 100% anglais. Mais je crois qu'il est né en Ouais. France. Donc voilà. Bref, très bon arbitrage, très content de ça. Et bon, et très content du niveau des Fidji, voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, c'est ça que je regardais. Parce qu'en fait, c'est con, on en parlait la semaine dernière, mais j'avais oublié que ce truc-là allait arriver. C'est vrai qu'on n'a pas Et trop suivi ça. j'allais en Et parler. oui, Vraiment, je suis dessus, j'allais en c'est parler. fou. Alors, on est des visionnaires, pas visionnaires, parce que pour le coup, c'est pas comme si on en parlait parce qu'on avait vu le truc, c'est on n'avait pas vu le truc et on a parlé de ce genre de compétition. Et en fait, cette compétition arrive. Donc, on est Mais con, c'est un format mais c'est pas notre différent. faute. Oui, mais c'est un format C'est pas ok. le même format. C'est hémisphère nord contre hémisphère sud, en gros, globalement. Voilà. Donc, C'est le calendrier, bah, comme tu veux, j'ai le calendrier sous les yeux. moi aussi. Ok, bah vas-y. OK. Ça se déroulera en 3 parties. En gros, faut savoir que c'est une grosse poule. Oui. Voilà. Une grosse poule, mais non, attention! C'était hyper aigu. Heu, C'est-à-dire c'est pareil, c'est relou. Heu, C'est-à-dire que toutes les équipes de, l'hémisphère nord ne peuvent affronter que des équipes de l'hémisphère sud et inversement. Donc c'est-à-dire que chaque équipe aura 6 matchs, parce qu'il y a 6 équipes de l'hémisphère nord, 6 équipes de l'hémisphère sud. Les équipes de l'hémisphère nord sont les équipes du 6 nations qu'on connaît, donc France, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande et Italie. Et les équipes de l'hémisphère sud sont Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Japon et Fidji. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on aura les 3 premières journées, les 3 premiers matchs qui auront lieu début juillet, donc le 4, le 11 et le 18 juillet. Ces matchs qui auront lieu en terre de l'hémisphère sud, donc tous les matchs seront sur les pelouses donc des 6 équipes que j'ai citées qui sont de l'hémisphère sud. La deuxième partie, qui sera les journées 4, 5 et 6, se dérouleront sur les terrains des équipes de l'hémisphère nord, donc des équipes du 6 nations. Les 6 à 8, 6 à 8 novembre, 13 à 15 novembre et 21 novembre pour la sixième journée. Voilà, en gros, on a, retenez juste juillet 2026, novembre 2026 et novembre 2026 pour la phase finale. Quand on aura ça, on aura un classement hémisphère nord, un classement hémisphère sud, et on aura le 27 novembre le sixième contre le sixième, nord-sud évidemment, le troisième contre le troisième, nord-sud. Le 28 novembre, on aura le cinquième contre le cinquième et le deuxième contre le deuxième. Et le 29, on aura le quatrième contre le quatrième et le premier contre le premier. Arrivé après ça, on aura donc un classement qui déterminera, un classement qui déterminera le vainqueur de cette Nation Championships. Voilà. Et oui. Voilà. Je pense que c'est suffisant, c'est compréhensible. Et On va le faire en version résumée, t'inquiète. on va On le va en faire, faire. voilà. Mais c'est pas très compliqué à comprendre si vous allez sur notamment bah, moi je l'ai vu sur ça, mais sur le Insta de 6 Nations FR, vous l'avez et c'est très compréhensible, Ouais, honnêtement. ouais. La phase Voilà, j'ai un finale, beau c'est calendrier bien noté. Je sais pas si c'est lequel que t'as, mais fond noir avec des trucs écrits en jaune. Globalement, il y a le journée 1 à 3, journée 4 à 6, week-end final, genre tout sur la même page. C'est très bien. ah ouais, bah voilà. Bon, moi j'ai tout sur des pages différentes du coup, Écoute, mais c'est ça en gros, c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça. Et c'est ce qui se rapproche finalement de ce dont on parlait en réalité, ce qui rajoute au fait des matchs à enjeu plutôt que des test matchs ou des. c'est Là, ça. du coup, on n'aura plus l'année prochaine, il n'y aura pas de tournée d'été et de tournée d'automne. Ce qu'il faut comprendre du Mais coup. les matchs sont exactement sur la période qui était prévue pour la tournée d'été et la tournée d'automne. Et voilà, exactement. C'est-à-dire que les matchs qui étaient avec, non, sans enjeu en réalité, je vais dire avec, mais non, il n'y a pas d'enjeu, Non, non. sans réel enjeu, comme là, il n'y a pas de réel enjeu, je veux dire, avec les matchs qu'on joue là, qu'on a joué contre le Fidji, l'Afrique du Sud et qu'on joue contre l'Australie ce week-end là qui arrive, il n'y a pas d'enjeu. Là, il y en aura, parce que là, forcément, il y aura un classement, il faudra être le mieux classé, etc., etc. Donc, donc là, Et, c'est assez. et Et au-delà si... du classement, il y aura des relégations, comme en Ligue des Nations. Donc du coup, c'est pour Ah ça ouais, oui, c'est pour ça que on n'aura plus le droit de. Enfin, c'est pas qu'on n'aura plus le droit, mais en tout cas, envoyer nos jeunes et perdre 8 matchs d'affilée, enfin, en tournée d'été ou d'automne, ça, c'est plus possible, quoi. mais voilà. Donc, bah,
C'est pour ça qu'au final, on est des visionnaires sans l'être. Après, On en a le point négatif, ou alors je sais pas comment on va gérer ça, c'est que le premier match du coup est genre la semaine d'après la finale du top 14. Genre vraiment, déjà quand on est en finale de top 14, ça arrive quand même régulièrement qu'on ait des finales de top 14 un peu pourries parce qu'on a des joueurs rincés. Là, soit la fédération va imposer des quotas de matchs par saison, enfin en gros que les joueurs internationaux protégés, peut-être qu'il y aura une liste qui soit diffusée en début d'année et que ces joueurs-là ne pourront pas faire genre 30, enfin ou pas 30 pardon, mais 26 matchs de top 14. Peut-être qu'ils pourront, tu vois, genre qu'ils seront limités à 15 ou un truc comme ça pour ne pas qu'ils soient crevés en fin de saison. Peut-être que on sera protégé, enfin vu que le top 14 c'est la semaine d'avant, qu'on aura des finales de top 14 avec potentiellement pas d'internationaux. En tout cas, on en parlait, va falloir trouver une solution du coup pour cohabiter entre la ligue et les matchs internationaux parce que ce sera plus compliqué maintenant. Eh oui, eh oui. Donc, donc ça, on verra comment ça va se passer. Et c'est le problème aussi qu'on soulevait un petit peu, c'est le fait que bah, le problème qu'on peut avoir à terme, c'est un chevauchement, pas un chevauchement, enfin si un peu, un chevauchement des matchs internationaux et des matchs de club. Et là, c'est pas un chevauchement, mais c'est quasiment pareil. Bah, à une semaine d'intervalle, je veux dire, c'est-à-dire que là, les joueurs, ils vont faire leur. Imaginons, les joueurs qui sont et appelés en équipe de France et qui jouent la finale du top 14, bah, joueront la finale du top 14, iront en équipe de France, je veux dire, mais auront même moins d'une semaine aux réalités d'adaptation, enfin pour revenir. Le premier match va être compliqué, en plus, notre premier match, c'est contre la Nouvelle-Zélande, donc Exactement. gros match. On est sur 3 défaites contre la Nouvelle-Zélande, donc on verra. Mais de toute façon, c'est dans un an, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Donc voilà, donc écoutez, pour vous faire le petit résumé, comme ça fera un joli TikTok. Donc qu'est-ce que c'est que le Nation Championship? Donc c'est, on l'a dit, rajouter de l'enjeu, en tout cas sur ce qui était avant la tournée d'été et la tournée d'automne. Donc on aura donc 6 journées pour une phase de classement et après 3 journées pour une phase finale. Donc c'est l'hémisphère nord contre l'hémisphère sud et le calendrier de l'équipe de France, ce sera donc France-Nouvelle-Zélande, France-Australie, France-Japon, puis France-Fidji, France-Afrique du Sud et France-Argentine pour terminer. Donc voilà, et donc la première phase, donc, comme on l'a dit, en juillet, la deuxième phase en novembre, et là en fin novembre pour la phase finale. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, Ok, ben voilà. ça se déroulera donc en 2 rassemblements, on va dire. On n'aura que 2 rassemblements. On aura un rassemblement. Par contre, le mois de novembre entier sera monopolisé pour l'équipe de France. Par contre, parce que les joueurs qui seront appelés en équipe de France pour jouer là, bah forcément, les matchs s'enchaînent. Je veux dire, on a un match début novembre, puis une semaine après, puis une semaine après, puis une semaine après la finale. Enfin, la phase finale, quoi. Mm. Donc en fait, tout le mois de novembre sera consacré à l'équipe de France, grossièrement. Je sais pas si le top 14 fera une pause pendant ce moment-là ou pas. Mais Bah si c'est comme là, tu vois, là il y a que 2 semaines de pause de top 14. ouais. Et là le match contre l'Australie, il me semble qu'il y a le top 14, ça joue. Hein. Ah ouais, bah voilà, bah tu vois. Donc on verra, mais. Donc moi, non mais moi, Mais moi je suis, comme je le disais la semaine dernière, je ne suis pas contre le fait qu'on joue le top 14 en même temps. Et que, enfin voilà, c'est pas grave, on joue sans nos internationaux. Et bah écoute, les équipes s'adapteront, et puis c'est tout, en fait. ouais, On ouais, fout. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon bah écoutez, on a fait le tour à peu près là, voilà, on va peut-être repasser sur notre scène principale. On a fait le tour, on va parler un petit peu des trucs qu'on a vus ou écoutés cette semaine, et puis voilà, ce sera pas mal. Et ça va être rapide. Moi, de mon côté, c'est très rapide en termes de musique, rien qui change par rapport à d'habitude, donc je ne veux pas forcément trop évoquer, en évoquer plus. En termes de film, moi, j'ai revu The Fall Guy et je l'ai regardé en 3 fois, c'était énorme. Je l'ai regardé avant de m'endormir et je sentais que je partais, du coup, j'ai éteint et j'ai regardé la suite le lendemain, puis le lendemain. Voilà. Et j'ai regardé l'épisode 4 de Sa Bienvenue à Derry, donc la série de HBO Max. 4e épisode qui est sorti dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais, ils sont relous à faire ça, enfin, parce que sans déconner, ils pourraient le sortir à 9h, enfin, tu vois, moi, nous, on voulait le regarder le soir, on s'est dit, on va regarder ça dimanche soir, bah non, lundi à 2h du mat en France, donc relou un peu. Voilà. Bon, du coup, moi je l'ai regardé tout à l'heure. On enregistre. J'ai regardé ce matin, quoi. Ouais. J'ai regardé à 9h30, j'ai dû le lancer, je Ouais, crois. ouais. Je l'ai vu aussi, du coup, je suis plus content de l'épisode 4 que de l'épisode 3, que j'avais pas forcément énormément aimé. Ouais, ça va. Et surtout, je suis content de l'histoire. On a de l'histoire. Moi, je suis trop content. C'est ça que je voulais sur cette série. C'est vraiment avoir de la jeunesse de Pennywise et tout ça. Et donc là, voilà, on a effectivement tout ce truc autour des Indiens d'Amérique qu'on avait un petit peu déjà dans ça, chapitre 2, où, parce qu'on savait que c'était une légende qui venait voilà, justement des Amérindiens. Mais moi je suis content, voilà, on a de l'histoire et c'est très très cool et je trouve que l'histoire en plus est globalement plutôt cool. Non, franchement je suis content. Et d'ailleurs je trouvais que le 4 était peut-être l'épisode le plus... Enfin ce qui se passe à la fin est assez gore.
Vraiment, la fin est assez Ah hardcore. ouais, 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 À la ouais, fin, ouais, je l'ai ouais. vu, j'ai fait genre: «Ah! Ah, c'est dégueulasse, quoi». Vraiment, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. C'est ça. Ah J'avoue. ouais, ah vraiment, la fin, j'ai vu, j'ai fait: «Ah non, bah non, bah non». Donc Et non. et on voit, qu'est-ce que je voulais dire moi? On voit Pennywise un peu mieux, mais pas trop. Ouais, vite fait En fait, on encore, vite voit fait. d'un peu près, un peu, Mmh. genre c'est-à-dire on le voit en entier, mais dans l'ombre, donc on le voit pas, on voit juste une ombre noire Oui, oui. avec les yeux. Globalement, c'est tout ce qu'on voit. Moi qui m'attendais à le voir vraiment, on le Et verra moi que, aussi, je pense, dans le prochain épisode. et j'espère. Voilà, mais ouais, c'est vrai que on apprend plein de choses et du coup, comme c'est une histoire originale, bah, forcément, bah, pour le coup, c'est inspiré mais pas basé sur, les livres de Stephen King, donc peut-être qu'il y participe un peu. Je sais même pas s'il participe un Je peu sais en pas à quel plus. point, mais en vrai, oui, je disais, la genèse est cool. Même toute l'histoire, genre de cette période-là, est trop cool avec l'armée. Le mec qui vient justement, j'ai plus son nom, mais le père justement de l'un des enfants, là, qui est le pilote, Ouais. qui lui, du coup, a fait la guerre de Corée, a eu son accident, donc lui, il a plus peur. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on sait très bien que, voilà, pour ceux qui connaissent ça, se nourrit de la peur. Et donc lui, il a été recruté évidemment pour ça, c'est évident, sans vouloir spoil, enfin, c'est sûr. Lui, il a pas peur, donc forcément, il y a un truc ultra positif pour affronter ça. On a donc Aloran, qui est l'un des de l'officier qui a les visions, qui du coup, ça je trouve ça trop cool, ils sont en train de créer une espèce de mythologie, enfin d'univers étendu de Stephen King, qui du coup est le vieux dans Shining, qui apprend à Danny à avoir des visions. Il parle de la prison de Shawshank, donc voilà, je trouve qu'il y a un truc un peu cool. Mmh. Moi j'ai découvert que dans les livres notamment, il y avait un univers un peu étendu déjà de Stephen King avec une hiérarchie des méchants, et qu'il y avait genre un être suprême genre qui était gentil et qui était plus fort que tous ces méchants et tout genre. Donc il y a déjà une série littéraire Stephen King qui s'appelle The Dark Tower, qui parle de ces trucs là, qui avait essayé malheureusement d'être adapté et qui avait été bien pourri en film, avec notamment Matthew McConaughey. Mais du coup, il y a vraiment, voilà, je suis content qu'il développe un peu cet univers, parce que je pense que ça peut être ultra méga intéressant de le relier potentiellement des trucs de l'univers de Stephen King. Et là, voilà, là, il y a un truc à faire avec l'armée, avec les Amérindiens. Enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment cool. Pour l'instant, moi, je suis vraiment content du scénario. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, voilà, je me dis: «Bon, on peut spoiler un peu», on prévient d'abord, on va spoiler un peu, au pire, Oui, non, mais c'est pas voilà. très grave parce qu'on est là aussi un peu pour en parler, en débriefer. Mais c'est vrai que, moi alors je sais pas du tout si c'est évident ou quoi que ce soit, mais en tout cas, enfin, moi, je l'interprète peut-être comme ça, mais potentiellement, je n'ai plus son nom, mais le mec dont on n'a plus le nom, l'aviateur, qui n'a plus peur, machin, tout ça, potentiellement a déjà eu affaire à ça quand il était jeune. Je pense pas. Comme c'est le cas avec, dans les films, donc dans le premier volet, qui est sorti au cinéma et dans le deuxième volet, comme quand ils sont adultes, ils ont vu ça quand ils étaient jeunes, donc ils savent que ça existe et cetera. Mais je pense ça, je sais pas pourquoi. En fait, le fait qu'ils voient le ballon, parce que Oui. je sais pas si c'est un truc que tout le monde voit ou pas, mais le fait qu'ils le voient déjà, Bah nous c'est avec ma copine on l'avait noté, tu vois, justement la scène, la première scène où ils sont dans la rivière et où ils voient le ballon, on s'est dit ok, c'est ultra positif parce qu'il y a un adulte qui voit le ballon, donc c'est à dire que et ouais. un adulte gentil qui voit le ballon, genre qui est pas trop pour ce qui se passe, enfin avec l'armée et tout. Et du coup je suis en mode c'est bien, c'est à dire qu'il y a un adulte qui est conscient que c'est pas des conneries, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis lui, ça doit qu'il a la tête sur les épaules de toute façon et que bon, il voit très vite que son fils dit pas de conneries, quoi, Ouais, ouais, c'est ça. en tout cas. Et ouais, c'est vrai que ça fait flipper et au final, en fait, entre guillemets, «il fait relativiser», un peu au tout début, à la fin de la comment dire? Au tout début du moment où son fils a peur dans sa chambre là, Mm. où il regarde par la fenêtre, où il dit: «Il y a quelqu'un par la fenêtre qui m'a regardé» et tout ça machin. Bon évidemment, il regarde, il y a plus personne, mais il le croit quand même et il dit, à sa femme: «Tu vois, à cause de toi, à cause de ce qu'elle fait et cetera, parce qu'elle s'est Ouais. mise dans des trucs, machin, à cause de toi, des gens nous harcèlent» ou je sais plus ce qu'il dit, mais Oui, tu oui, vois, oui. nous regardent et nous suivent. Il sort, il y a personne et c'est là où il se rend compte qu'en fait, bah, c'est potentiellement pas un truc lié à sa femme, mais un truc lié à son fils. Le truc qu'il a vu, donc le ballon, parce qu'il voit un ballon dans l'arbre, il se dit: «Putain, c'est lié à ça» et du coup, c'est chelou et c'est pas normal, tu vois? Ah ouais. Non, moi je suis content, je trouve que c'est, Mais c'est pour assez l'instant c'est sympa, bien ouais. écrit, c'est intelligemment fait. Alors tout n'est pas parfait, mais c'est intelligent quand même dans comment c'est fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis je sais pas, ouais, et c'est vrai que dans cette scène-là de la rivière, justement, je sais pas quel déclic il a eu, enfin, je veux dire si c'est un ultra instinct ou je sais pas, ou si juste il a senti un truc. Mais c'est vrai que quand il a, directement fait demi-tour et que, tu sais, la Je pense boîte de qu'il pêche est l'entend, je tombée, pense je crois qu'il est, qu'il il était est pas tombé. si loin que ça. Je pense qu'il doit entendre qu'il y a un truc qui va pas. Ah, il doit entendre peut-être, ouais, c'est Ouais, ça, il ouais. doit entendre ils se débattre et tout. Donc ouais, c'est vrai et puis, puis ouais, il voit les traces et cetera donc je Mm.
il y croit vraiment, vraiment, tu vois? Il sait que son fils, il dit pas des Bah, conneries. d'ailleurs, c'est peut-être le fait qu'il voit les traces qui fait que parce que d'habitude, il laisse pas de traces. D'habitude, ça, tu vois, enfin, Oui, oui, bah, oui. Bon, on il l'a bien passe vu sur la peau et tout, tu vois? dans l'épisode où c'est la petite, qui se fait accoucher, Oui, enfin, oui. sa mère qui accouche C'est d'elle, ça, en entre fait, quand ils guillemets. ont des trucs sur eux, genre du sang et tout, qui voient, ça, les adultes le voient pas, mais là, c'est pas comme s'il avait du sang sur lui, c'est vraiment lui qui est abîmé, tu vois? C'est sa peau qui a des griffures et tout, genre, et c'est des vraies griffures, tu vois? Ouais, Donc du coup, peut-être que c'est ça aussi qui déclenche le fait qu'il puisse le voir, c'est qu'il voit bah, il a une preuve peut-être, de l'existence du truc, en fait, tu vois? j'avoue, j'avoue. C'est pour ça que j'ai hâte d'en savoir plus, Ouais. je crois de l'épisode 5. J'ai Ah trop, bah, trop moi hâte. aussi, hein, mais moi, franchement, je suis trop hype, hein, franchement, j'adore, franchement, Ouais, pour l'instant. pour l'instant, c'est une bonne chose. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai vu de mon côté? Bah, alors, vu qu'on le disait la semaine dernière, on a été voir le concert de Offspring Simple Plan. Moi, j'ai vu le docu sur Prime, Simple Plan, qui est trop bien. Vraiment, genre, il y a des trucs trop, trop intéressants sur l'histoire de Simple Plan et tout ça. Donc, allez voir ça. Donc, j'ai beaucoup écouté de Simple Plan du coup. J'ai vu Welcome to Derry, j'ai vu Big Bang Theory. Encore, je continue, j'avance bien. Et j'ai découvert un groupe de pop punk, donc du coup, le style de Simple Plan, Green Day, Offspring, tout ça, tout ça. Qui s'appelle The Paradox, qui est trop cool parce qu'en gros c'est un groupe d'Afro-Américains, donc vraiment tu les vois, ils ont pas la tête, tu te dis pas genre oh ils vont faire du pop-punk, genre vraiment ça va pas, tu vois. Et en gros c'est un groupe qui est très jeune, genre il y a un an ils se sont dit mais putain ça fait trop chier qu'il y a plus de groupe jeune de pop-punk, enfin ça c'est un peu mort quoi. Et du coup ils se sont lancés et franchement ce qu'ils font c'est mortel. Ils ont déjà une chanson où ils ont un feat avec Travis Barker qui est le batteur de Blink-182. Ils ont déjà fait une première partie de Green Day chez eux à Atlanta. Ils ont joué peut-être, enfin, j'ai vu qu'ils avaient fait un truc avec Needles, je crois aussi de The Offspring. Donc voilà, c'est vraiment un groupe qui monte bien. Je crois que notamment, alors on verra, mais ils vont apparaître dans New Year's Rêve, qui va être le film fait par Green Day et qui raconte en gros l'histoire de Green Day. Donc pour l'instant, on n'a pas d'infos de quand ça sort en France et j'espère que ça va sortir. Mais je crois qu'ils sont dedans et qu'ils font peut-être même une musique. Et donc voilà, franchement, The Paradox, allez écouter, c'est mortel, c'est trop trop bien. C'est vraiment c'est du pop-punk, hein, mais moderne quoi. Franchement, j'ai adoré, je suis trop content d'avoir découvert ce truc-là. Donc allez écouter ça. Voilà. Bah, voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et bah écoutez, Ouais. finalement, 1h30 de podcast. Finalement, c'est peut-être même un des podcasts les plus longs. Alors qu'on disait qu'il n'y avait pas grand-chose, mais on a pris le temps. C'était cool, moi j'ai bien aimé. On a pris le temps de débattre profondément des choses. Ça, c'était bien. Ouais. De se poser un peu plus et pas juste de dire les résultats. Donc écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour un peu plus de sports différents et un peu plus de résultats, je crois, dans plus de sports. Et c'était Papier. Voilà, ciao. Voilà, merci d'avoir suivi, ce podcast cette semaine. Donc, merci donc de l'avoir écouté, de l'avoir regardé. Comme chaque semaine, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Papier, c'était Bulle. Ciao. Ciao.